Et normalement, on est en live, hein. Ça a démarré, le son est bon. Est-ce que le son est bon? J'ai l'impression. Effectivement, donc salut à tous, bienvenue sur ce nouveau live. On est le 24 février 2026 et on se retrouve comme tous les matins, 10 h midi, pour un live sur l'actu football. Aujourd'hui, on va revenir sur les matchs de hier soir avec le match de Manchester United de Première Ligue. On avait un peu de Liga, de Ligue 2, de la Serie A et, et c'est à peu près tout. Un match de Saudi Pro League aussi, donc on va revenir dessus. On va parler évidemment des matchs de ce soir, de la Ligue des Champions, avec l'Atlético Madrid contre Bruges. On aura le Bayer Leverkusen contre l'Olympiakos, l'Inter contre Bodo Glimt, hein, ça va être le match principal, et Newcastle contre Karabakh. Il y aura aussi un peu d'UEFA Youth League, hein, donc c'est la Ligue des Champions des moins de 19 ans. Toujours un peu de Saudi Pro League aussi, donc on va parler un peu de tout ça. Et évidemment, dans une deuxième partie, on fera une revue de presse où l'on essayera de dénicher quelques articles pour parler de l'actualité football. Donc bienvenue à tous, installez-vous, hein, dans cette matinée, je le répète, on est le 24 février. Bienvenue à ceux qui sont sur TikTok, hein. Si vous êtes sur le chat, n'hésitez pas à vous manifester, n'hésitez pas à lancer des sujets football ou même d'autres sujets si vous le souhaitez. On pourra y répondre, hein, donc qu'il y ait un peu d'activité sur ces chats. Et pour ceux qui sont sur Twitch aussi, n'hésitez pas, la même chose, n'hésitez pas à vous manifester, qu'on venez discuter tous ensemble. Petite promo juste avant, donc la chaîne Twitch @trickfr1 si vous souhaitez nous rejoindre. Il y a mon écran aussi, ça sera plus facile pour vous, ça sera peut-être plus fluide. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, mettez des likes aussi, ça nous fait monter dans le référencement et plus on pourra discuter tous ensemble. La chaîne YouTube, évidemment, l'arc principal de Attrick FR, évidemment, la chaîne de YouTube Attrick FR, où où vous pouvez voir mes vidéos sur la Ligue 1, sur l'équipe de France et toutes les rediffusions. Et après, il y a aussi tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et X. Voilà. Euh, Il y a un peu de monde qui rejoint, on va juste attendre s'il y a des gens qui se manifestent, sinon on va pouvoir démarrer ce live tranquillement. En tout cas, bienvenue à tous, j'espère, hein, que vous passez une bonne matinée, hein, que tout se passe bien, que vous n'êtes pas réveillé trop tôt et que vous n'êtes pas au boulot, hein, que vous êtes tranquillement à la maison. Voilà, donc on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer. Alors le match de Première Ligue, peut-être qu'on le fera en... On va commencer par le match de Première Ligue, hein, directement. Comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, hier, 27e journée même de Ligue 1, de Première Ligue, pardon. C'est le début, on commence tranquillement. Euh, donc 27e journée de Première Ligue entre Everton et Manchester United. Vous connaissez, hein, les matchs du lundi soir en Première Ligue. Donc on avait le quatrième, non le cinquième en fait, hein, Manchester United du coup avec le match en retard. Et Everton est neuvième. Manchester devait s'imposer pour repasser devant Chelsea et rester dans ce Big Four de Première Ligue. Ouais, pour rester dans ce Big Four de Première Ligue et passer devant Chelsea. Ils ont désormais 3 points d'avance. Manchester United, du coup, ils ont gagné, hein, contre Everton, 1 but à 0. En tout cas, merci à tous ceux qui mettent des likes sur le live, hein. Je vous vois, je vous vois. Merci énormément. Euh, Donc, je disais, oui, Manchester United s'est imposé hier soir 1 but à 0. Ils ont pris 3 points d'avance sur Chelsea, hein, qui a fait match nul ce week-end et qui s'installe dans ce Big Four, les Mancuniens qui reviennent à 3 points d'écart avec Aston Villa, ce qui est parfait. Sur ce match, on va démarrer avec les compos. Donc, côté David Moyes, avec Everton, on avait un 4-2-3-1 avec, comme d'habitude, Pickford dans les cages, Braithwaite à gauche, Keane et Tarkowski en défense centrale, Garner à droite. Au milieu de terrain, on avait Idrissa Gueye et Hiroe Gbunam, si je le prononce bien. En attaque à gauche, on avait Armstrong, numéro 10, Dewsbury Hall et Iliman Ndiaye, le Sénégalais. À droite, en attaque, on avait Tierno Barry, le jeune Français. Et côté Manchester United, on avait ce 4-2-3-1 de Michael Carrick, hein, l'indéboulonnable 4-2-3-1.
Je pense qu'il fera toute la saison, toute la fin de saison avec en tout cas. Avec Lamens dans les cages, Dalot à droite, Lenny Yoro, Maguire, hein, pas de Lisandro Martinez en défense centrale. On avait Luke Shaw à gauche, le milieu de terrain avec le retour évidemment de Kobe Mainoo hein, depuis le départ de Ruben Amorim. Kobe Mainoo est titulaire quasiment à tous les matchs, avec Casemiro, hein, lui qui va quitter le club en fin de saison. Amad Diallo à droite, Mateus Cunha à gauche, derrière l'attaquant Bruno Fernandes, le capitaine, et Brian Bemo tout seul devant. Donc voilà, sur ce match, pas énormément de choses à dire, il n'y avait pas énormément d'action, hein, c'est vraiment le match de Première Ligue du lundi soir. Hein. Du lundi soir, en première mi-temps, il s'est quasiment rien passé. On va regarder. Voilà, il y avait 7 tirs, 2 cadrés. Il y a une première action dangereuse de Manchester United dès la 3e minute. Et après, il s'est pas passé énormément de choses. Une frappe non cadrée de Diogo Dalot. Et côté Everton, voilà, 2 tirs, 1 cadré en première mi-temps. Finalement, il s'est passé un peu plus de choses. C'est un peu plus découvert en deuxième mi-temps, mais voilà, c'était pas le match de l'année. Mais victoire de Manchester United, c'est pris comme ça, le Big Four est atteint en ce moment en tout cas. euh, et Manchester United peut continuer sa marche en avant. Au niveau des XG, hein, Manchester United avait 1,27, 0,64 pour Everton, 52% de possession. Donc 11 tirs 3 cadrés, 12 tirs 4 cadrés pour Everton. Qu'est-ce qu'on a? 10 corners pour Everton. Oui, à un moment, il y a eu un enchaînement de corners, hein, et au final, ça n'a pas déboulé sur grand-chose. Un corner pour Manchester United. Et voilà, après sur les stats, franchement, honnêtement, voilà, les arrêts de gardien peut-être. Hein, 4 arrêts côté Lamens, hein, qui a fait 2-3 claquettes bien senties quand même. Et un seul arrêt de Pickford, hein, à mon avis, c'est sur la première action. Donc voilà. Première mi-temps, même pas un carton jaune, rien du tout, rien à se mettre sous la dent. Il y a juste eu ce but en deuxième mi-temps de Benjamin Sesko sur une contre-attaque, hein, bien donnée par Brian Bemo, qui a été conclue par Benjamin Sesko. Il en a une deuxième aussi juste après. Au final, il ne la met pas au fond. Donc on reste sur un but à zéro hein, pour Manchester. Euh, Pas mal de cartons jaunes en fin de match, hein, ça commençait à être tendu entre les équipes, hein, que ce soit sur les corners, où il y avait un peu de friction, surtout toujours l'habituel Tarkowski, hein, qui, euh, qui est toujours dans les embrouilles, Harry Maguire aussi. Donc voilà, ça a été vraiment le match de Première Ligue du lundi soir, mais victoire de Manchester United. Et ça, c'est un point positif pour cette équipe, on le rappelle du coup, qui est sur une très belle série en Première Ligue, hein, où on connaît ce fameux pari avec le supporter qui se coupe pas les cheveux. Mais Manchester United est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs sans défaite, dont 4 matchs nuls. Mais ça fait du coup 6 victoires sur 10 matchs et c'est plutôt pas mal pour les Mancuniens, hein, Manchester United, qui retrouvent des couleurs petit à petit. Hein. Ce club qui commençait à devenir moribond, que ce soit avec Ruben Amorim, ou les précédents coachs. Là, on retrouve un peu d'enthousiasme avec l'arrivée de Michael Carrick. Voilà pour ce match de Première Ligue. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, dans le chat. Hein. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On avait un match de Liga entre Alaves et Gérone. Alors là, c'était vraiment un match de milieu de tableau, hein, où ça s'est fini sur un match nul. Hein. Gérone 11e, Alaves 14e. On va vite passer. On va juste checker les buteurs quand même. Donc on a Vanat et Tsikankov côté Gérone. Euh, et après un doublé de boy côté Alaves. Voilà, une passe décisive de Unai sur le but de Tsikankov. Une passe décisive de Witsel sur le but de Vanat. Vanat, l'Ukrainien. Et après, je regarde, Thomas Lemar était bien titulaire, malheureusement, il n'a pas été décisif. Daleblin toujours là dans la défense de Gérone. Et après c'est à peu près tout ce qu'on a à dire sur ces deux équipes. Unai qui a fait une bonne entrée, on l'a dit. L'ancien Stuani qui est rentré en fin de match, mais sinon, pas grand chose à se mettre sous la dent. Le Marc-André Ter Stegen, toujours blessé. Van de Beek, toujours blessé. Bon, lui, c'est sur son contrat, je pense, hein, qui soit tout le temps blessé. Donc voilà, match nul, 2 buts partout. On le redit, classement 11e pour Gérone à 7 points des places européennes et Alaves qui a 27 points, qui est toujours à 3 points de la zone de relégation. Donc ça va être serré pour eux jusqu'à la fin de saison. Merci à Lisa Marie pour les roses, ça fait extrêmement plaisir. Hein.
tous les matins, cette petite rose. Merci beaucoup. Merci aussi pour les likes, hein, je vois qu'il y a pas mal de likes, donc merci beaucoup les amis. Voilà, donc sur ce match de Liga, on va passer la Ligue 2. La Ligue 2, on avait Le Mans contre Guingamp. Le Mans qui devait s'imposer pour revenir au classement, pour reprendre ce podium de Ligue 2. Finalement, c'est un match nul à domicile, ça ne les arrange pas. Un but d'Amégueï côté Le Mans, un but de Khalidou Sidibé côté Guingamp. Et donc voilà, match nul, un but partout. Le Mans qui est finalement quatrième. Bon, il reste à hauteur hein, du podium, hein, même de Saint-Etienne. Ils sont à 3 points de Saint-Etienne, un point de Reims qui est troisième. Et ils sont ex aequo avec le Red Star. Mais voilà, c'est serré. Hein. En ce haut du classement de Ligue 2, on a aussi Dunkerque hein, qui est à seulement 2 points du Mans et du Red Star. Donc ça sera à suivre évidemment. La fin de saison de Ligue 2 sera tendue. En tout cas, il va falloir rester accroché. Mais Le Mans, voilà, quatrième, qui aurait pu passer sur le podium. Ce match de Ligue 2, c'est bon, hein, on va pas faire plus longtemps. À part si vous souhaitez discuter de ce qui se passe. Mais et voilà, les matchs du lundi soir en général, c'est pas la folie. La Fiorentina. Oui, on va sur les matchs de Serie A. Donc la Fiorentina contre Pise et Bologne contre l'Udinese. La Fiorentina qui s'imposait 1-0 grâce à Moiskin. Hein. On disait une équipe en difficulté, cette équipe de la Fio. Hein. On avait l'habitude plus de les voir dans le haut du classement sur les saisons précédentes. Même en Conference League, on avait l'habitude de les voir dans le dernier carré. Et cette année, ils sont en difficulté. Donc 1-0 de la part de Moiskin au niveau de la compo. David De Gea était bien dans les cages. Je sais pas ce qu'il y avait peut-être à noter de plus. Non, pas forcément énormément de choses dans l'autre match de Serie A. Donc Bologne s'est imposé 1-0 grâce à Bernardeschi, hein, le Federico Bernardeschi qui est revenu de MLS la saison dernière en Italie. Jonathan Rowe, l'ancien Marseillais, était bien titulaire. Donc voilà, victoire 1-0 contre l'Udinese, avec Zaniolo qui était bien présent côté Udinese. Au niveau du classement de cette série A, ces deux matchs ne vont pas changer grand-chose. Bologne qui se rapproche des places européennes, mais qui reste quand même à 9 points. L'Udinese qui est voilà, dans ce milieu de tableau de Serie A. Et en bas du classement, c'est quand même la Fio qui fait la bonne opération, donc qui met Pise à 9 points, qui est toujours relégable, un 19e ex aequo avec les Lazeron Pise. Lecce qui a 24 points. Et donc la Fiorentina qui a 24 points ex aequo avec Cremonese. Donc ils sont sortis de la zone de relégation grâce au goal average. Hein, donc va falloir que la Fio enchaîne. Hein, ils sont sur 2 victoires d'affilée, une victoire contre Comme, une victoire contre Pise, un match nul contre le Torino. Donc il faudra enchaîner. On va juste checker le prochain match pour les Florentins, hein, si ça se prononce exactement comme ça. Donc ça sera en Ligue Conférence cette semaine en phase de barrage contre Jagiellonia, mais en Serie A, ça sera contre l'Udinese qui a perdu. Et ça sera là-bas, donc il faudra s'imposer quand même pour la FIO. Voilà, on va pas faire plus longtemps, à part si vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas hein, à vous manifester sur le chat. Hein. Mais sinon, on passe petit à petit. Les matchs de MLS, normalement, on en a parlé hier avec le match nul entre les Los Angeles Galaxy et New York City, le Seattle Sounders contre les Colorado Rapids, hein, victoire de Seattle. En Saudi Pro League, Al Ahly jouait hein, donc l'équipe de Enzo Mio, Riyad Mahrez, Edouard Mendy, Roberto Firmino, Franck Kessié. Et c'est bien Franck Kessié qui a marqué hein, pour son équipe. Ivan Toney aussi, pour ceux qui suivent. Euh, Valentin Tangana aussi qui est parti. Riyad Mahrez, je disais. Bobby Firmino, je crois qu'il est plus loin. Hein, je crois qu'il est reparti ailleurs. Hein. J'ai peut-être dit une bêtise sur le coup. Euh, mais voilà, victoire de Al Ahly, 1-0. On va regarder le classement, évidemment. Al Ahly premier avec 56 points, suivi par Al Nasser 55 points. Et après Dama qui est dans le bas du classement. Al Hilal aussi, l'équipe de Karim Benzema désormais, 54 points. Et Al Ittihad 38 points, donc qui est bien derrière. Voilà. Pour la Saudi Pro League, après, il y avait pas forcément autre chose. Championnat brésilien, donc ça, c'est championnat de début de match hein, par région. Par championnat de début de saison, mais par région. Si je dis pas de bêtises.
Chili, Colombie, Espagne, Liga 2, tout ça. Bon, c'est pas forcément des championnats qu'on suit, hein, à part pour les méga parieurs, mais bon. Voilà, Pologne, Portugal. Portugal, Famalicão qui a battu Casapia. On va juste aller checker la Liga portugaise. Il y avait un match de Super League aussi. Fenerbahçe qui a fait match nul, un but partout. Avec toutes leurs recrues, finalement, Fenerbahçe n'arrive pas à se détacher dans cette Super League. Donc voilà, le classement de la Liga portugaise, hein, vu qu'il y avait un match hier, on se le remet sous les yeux, 62 points pour Porto, 58 points pour le Sporting. On va l'épingler carrément, comme ça on pourra suivre, hein. Je sais qu'il y a pas mal de Portugais, hein, en France qui suivent le football, on essayera d'en parler, hein, un peu plus. Le FC Porto, donc 62 points, le Sporting 58 points et Benfica 55 points. Benfica qui joue demain contre le Real de Madrid sur le match retour de barrage de Ligue des Champions. Sur la Turquie aussi, hop là, la Super League, du coup que j'ai perdu, voilà. Ça aussi, on va se le mettre. Donc Fenerbahçe qui fait match nul, hein, contre Kassim Passa. Contre Kassim Passa, donc voilà, Fenerbahçe deuxième, 53 points. Galatasaray qui avait perdu ce week-end, hein. Donc c'était l'occasion pour Fenerbahçe de passer en haut du classement. 55 points pour Galatasaray, 53 pour Fenerbahçe. Et après, c'est Trabzonspor qui est troisième avec 48 points. Et Beşiktaş, quatrième avec 43 points. Voilà pour ces matchs de hier soir. Ce soir, donc on a encore de la Saudi Pro League avec Al Ittihad qui joue, hein, l'équipe entraînée par Sergio Conceição, l'équipe d'Oussem Aouar, de Fabinho. Qu'est-ce qu'on a encore comme ancien joueur européen? Le défenseur du Paris Saint-Germain, Danilo Pereira, voilà. Donc, qui joue, et Al Hilal, l'équipe de Karim Benzema. Karim Benzema, Simon Boabré, entraîné par Simone Inzaghi, tout ça. Donc on aura les matchs ce soir. Mais on a de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on va le faire juste après. On a de la Youth League. Alors, pour la Youth League, que je dise pas de bêtises, à quelle phase de la compétition nous en sommes? Match du jour Youth League, on est sur des huitièmes de finale. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est bien sur les huitièmes de finale entre l'Inter et le Betis, hein, pour ces matchs de Youth League. Donc on rappelle Ligue des Champions de moins de 19 ans. Et on aura Francfort contre le Sporting. On rappelle, le Barça a été éliminé, hein, eux qui restaient sur 3 victoires, il me semble, d'affilée dans cette compétition. Euh, on a toujours le PSG, une équipe française qui jouera contre, alors, AJK, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? AJK, c'est un club finlandais qui avait sorti Manchester City un jeu au tour d'avant et donc qui affrontera le Paris Saint-Germain. Pour ses moins de 19 ans, on a toujours l'Atlético Madrid, Benfica, le Real contre Chelsea. Chelsea aussi, hein, avec leurs nombreux joueurs, ils ont de quoi avoir une bonne équipe, hein, de Youth League de moins de 19 ans du coup. Pas mal de pépites aussi. Donc on verra, mais ce soir, ça sera... ce soir, je dis ce soir, mais pas du tout. 14h et 16h, Inter Betis et Francfort Sporting. Normalement, c'est diffusé sur Canal, hein, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je serai devant, peut-être pas, je ne saurais pas vous dire. Ou peut-être qu'ils diffusent que le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, pour ceux qui se suivent, c'est à 14h, hein, la Youth League. Mais on a nos matchs de Ligue des Champions et c'est sur ça qu'on va aller pour aujourd'hui. Donc, on a Atlético Madrid contre le Club Bruges à 18h45, le Bayer Leverkusen contre l'Olympiakos à partir de 21h, Inter Bodo Glimt et Newcastle Karabakh. Alors, pour résumer les matchs, donc c'est les matchs retour de barrage de Ligue des Champions. On rappelle, le Paris Saint-Germain joue contre Monaco demain au Parc des Princes. Évidemment, mais ça sera demain, donc on en parlera évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, l'Atlético Madrid contre le Club Rouge, donc match aller 3 buts partout, hein. C'était un match où on pensait que l'Atlético allait s'imposer facilement. Au final, le Club Rouge qui est remonté. C'était un très très beau match en Belgique. Là, ça sera au Wanda Metropolitano. Donc ça va être hyper intéressant à suivre. Au niveau des absents, donc on nous annonce Barrios et Gonzalez absents du côté de l'Atlético Madrid. Donc
finalement, il n'y aura pas forcément de gros absents pour les Colchoneros. Et côté Club Bruges, donc on a Odour, Onyedika. Onyedika, par contre, pas bon, hein. C'est lui qui a fait un très très gros match, hein, le milieu de terrain nigérian. Donc il devrait être suspendu du coup. Et après, Vanden Heuvel. Alors là, je connais pas forcément. Et Reis, je connais pas forcément. Mais peut-être le retour, donc on n'a pas les compos, mais on aura peut-être le retour de Carlos Forbes, hein, l'ailier virevoltant de cette équipe de Bruges. Je le rappelle, hein, pour moi, mon chouchou dans cette équipe de Bruges, ça reste les milieux de terrain Stankovic, Van Aken, mais le français Mamadou Diakon, joueur à suivre, hein, joueur à suivre les amis. Dans cette équipe, hein, Mamadou Diakon, je le répète, pour ceux qui suivent le club Bruges, se positionner dessus pour les clubs de Ligue 1 s'il y a un ou deux recruteurs dans le chat, ce qui m'étonnerait. Mais, euh, mais voilà, après, on l'a dit, milieu de terrain, on a toujours Simon Mignolet, hein, l'ancien de Liverpool, hein, Simon Mignolet. Après, côté Atlético Madrid, on aura un petit article, hein, sur Antoine Griezmann, est-ce qu'il va partir ou pas de l'Atlético la saison prochaine. Mais en tout cas, Atlético Madrid, on aura possiblement Sorloth Griezmann devant, ou Julian Alvarez et Ademola Lookman à gauche. Je pense que Griezmann sera titulaire, hein, sur ce match de Ligue des Champions. On aura aussi Giovanni Simeone, possiblement titulaire à droite. Et après, je réfléchis. Anko Poubil en défense centrale, normalement, ça devrait le faire. Avec Oblak dans la cage. Donc, si je devais m'avancer pour un pronostic là, vous le voyez sur l'écran, évidemment, faites extrêmement attention, les jeux d'argent et hasard peuvent être dangereux, hein, pas de bêtises. On met pas le PEL sur des matchs aussi tendus, mais si on parle rapidement de pronostic, on va dire, l'Atlético Madrid est évidemment favori. C'est à domicile, hein, ça reste un plus gros club que le club Bruges. La cote de Bruges, hein, est à 6 à peu près, hein, 6,77, hein. Euh, mais honnêtement, je serais prêt à mettre Bruges pour ses pronos de ce soir, hein, l'Atlético Madrid qui est capable du meilleur comme du pire, on le répète depuis le début de la saison. Mais là, j'ai peur pour les Colchoneros, hein, pour Diego Simeone, et je vois bien le club Bruges s'imposer. Après, il va falloir pas pêcher physiquement. Sur le match aller, on se souvient, le club Bruges avait donné pas mal de munitions à l'Atlético pour attaquer. Là, ça va être, va falloir pas, il va pas falloir faire ça, sinon ils risquent de prendre des sacrées vagues, sachant que ils seront poussés par leur stade, hein. Le Wanda Metropolitano, c'est quand même 70 000 places. Euh, donc voilà, va falloir que le club Bruges soit solide. Mais je pense qui peuvent s'imposer contre l'Atlético Madrid. Donc je mettrai le Club Bruges. Voilà pour ce premier prono ce soir de Ligue des Champions. Le Bayer Leverkusen contre l'Olympiakos. Alors, le Bayer Leverkusen s'est imposé 2-0 au match aller avec un doublé, si je dis pas de bêtises, de Patrick Schick. Est-ce que je dis une connerie ou pas? Attention, vérification. Vérification, et je me suis perdu. Voilà, 2-0 contre l'Olympiakos. Doublé de Patrick Schick. Bon, au moins j'ai confiance en mon karaté. Euh, Là, ça sera au Bayer, donc je mettrai le Leverkusen qui passe, hein, pour la suite de cette compétition, pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. On aura quand même l'absence de Loïc Badé, le français, Ilyes Benseguir, Flecken, Tella, Traoré euh, côté Leverkusen, et côté Olympiakos, on aura euh, Yazici, Youssef Yazici qui était déjà pas présent. Il me semble qu'il n'est pas utilisé dans son club. Et après, Angelakis, Bakoulas, Vezo, j'avoue que je connais pas. Je vous affiche les compos probables à prendre avec des pincettes évidemment. Mais techniquement, l'attaque déjà olympienne, enfin olympienne. Grec, voilà, on va utiliser le mot grec. Gelson Martins, l'ancien de Monaco, sera bien présent normalement à droite ou à gauche, avec Podence aussi. Chiquinho en numéro 10, normalement, lui aussi sera là. Et El Kaabi, le Marocain, bien présent. Le 3-4-2-1 du Bayer Leverkusen, avec évidemment Grimaldo, Vasquez sur les côtés, Patrick Schick devant, Poku, Ibrahim Maza, la pépite algérienne aussi. Joueur à suivre, hein, évidemment, je parlais de Mamadou Diakon côté Club Bruges, Ibrahim Maza, évidemment, pépite à suivre du côté du Bayer Leverkusen, hein, l'Algérien.
Après, voilà, une équipe plutôt classique, hein. Tapsoba, Hendrich, Kansa en défense centrale. Normalement, c'est ce qui devrait arriver. Donc voilà, je mettrai en favori. Alors, je sais pas si ça sera un match nul, une victoire de Leverkusen ou une victoire de l'Olympiakos, mais je mettrai quand même le Bayer Leverkusen qui passe pour la suite de la compétition. Voilà. Inter Bodo Glimt. Peut-être qu'on ira juste après, on finira sur ça. On va juste aller sur Newcastle Karabakh, hein. Comme ça, on en parle rapidement. Newcastle s'est imposé 6 buts à 1 avec un quadruplé de. C'était qui de Gordon, il me semble. Un quadruplé de Gordon contre Karabakh. Donc Newcastle n'a pas trop de soucis à se faire. En plus, là, c'est au St. James Park. Donc, à mon avis, Eddie Howe fera tourner, évidemment. Sachant qu'ils ont pas mal de blessés. Donc, ils vont faire reposer les organismes, hein. On rappelle Bruno Guimaraes, Livramento, Fabian Schär, Malik Thiaw aussi qui est suspendu. Sven Botman et Wissa qui devrait être incertain. Donc à mon avis, Edio va faire extrêmement tourner, extrêmement, va faire beaucoup tourner, on va plutôt utiliser ce mot, contre Karabag. On verra si un retournement de situation, sinon ça devrait être plutôt facile pour les Anglais à St. James Park. Donc voilà, match aller 6 buts à 1, on rappelle, pour Newcastle contre Karabag. L'Inter contre Bodo Glimt, alors là ça va être le match à suivre. Donc ce soir, Giuseppe Meazza, hein, San Siro, comme vous préférez l'appeler. L'Inter doit rattraper son retard 3 de 2 buts, hein. Donc l'Inter avait perdu au match aller 3 buts à 1 contre Bodo Glimt. Je vous l'avais annoncé. Alors j'avais annoncé l'Inter en victoire, mais j'avais dit que ça serait une équipe dangereuse, Bodo Glimt, hein. On le rappelle, hein, qui s'est imposé en phase de ligue contre Manchester City qui a fait pas mal de résultats. Leurs deux attaquants qui sont hyper dangereux, hein, qui ont marqué sur le match aller, Hogg et Hodge. Et c'était Fed qui avait mis le troisième but aussi. Donc attention, attention à cette équipe de Bodo Glimt. Surtout avec l'absence de Lautaro Martinez. J'avais pas compris aussi le choix de Christian Kivu de ne pas mettre Federico Di Marco. Donc j'espère qu'il sera titulaire ce soir. Après, on aura cette composition normalement avec Marcus Thuram. Marcus Thuram, normalement, qui est tout le temps titulaire en Ligue des Champions. Il devra mettre la grosse équipe. De toute façon, là, il faut rattraper ce retard de 2 buts quand même, hein. Ce qui ne sera pas chose aisée. Çalhanoğlu aussi est absent. Donc on aura Yann Sommer dans les cages. Bastoni, Akanji, Bissek devrait être présent. Di Marco, on espère à droite. Luis Enrique. Non, Di Marco à gauche, pardon. Luis Enrique à droite. Barella, Zelinski, Mkhitaryan. Donc c'est le milieu classique de l'Inter. Et Pio Esposito et Marcus Thuram. Anjuan Boni sera présent. Je ne sais pas si Issa Kamate sera là aussi. Mais en tout cas, on verra si l'Inter se qualifiera pour ces huitièmes de finale. Évidemment, comme je le répète, hein, attention à Bodo Glimt, hein, Hogg, Hodge, deux attaquants très très dangereux. Un bloc bas en plus, hein, même si ça, c'est capable de jouer un peu au football, hein, quand même, hein, Bodo Glimt, hein, ne pas les enfermer dans la case du bloc bas qui contre-attaque. Mais, mais voilà pour cette équipe norvégienne, hein, de Bodo Glimt. L'Inter est favori. À voir s'ils seront en huitième de finale ou sinon on aura cette surprise de Bodo Glimt pour le prochain tour de la compétition. Donc voilà, on a fait le tour normalement, hein, pour ces matchs de Ligue des Champions. Il est 10h30. Donc on a dit l'Atlético Bruges. Moi je mets Bruges, hein. Personnellement, je mets Bruges. Après, évidemment, vous connaissez mon talent pour les pronostics. Euh, Donc ne me faites pas confiance. Le Bayer Leverkusen devrait passer. L'Inter contre Bodo Glimt, donc du coup j'ai même pas annoncé. Mais est-ce que je joue la grosse carte de Bodo Glimt va quand même passer contre l'Inter? Laissez-moi encore un petit temps de réflexion. Newcastle devrait se qualifier. Honnêtement, je vois bien Bodo Glimt, hein, je vois bien l'Inter gagner 2-0 tout le match et prendre un but en fin de match par un de leurs tueurs en attaque. Donc ouais, je mettrais bien Bodo Glimt et le Club Rouge qui passe pour la suite de cette Ligue des Champions. Voilà, dites-moi vos pronos dans le chat, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez lancer des sujets football, évidemment, posez vos questions dans le chat, que ça soit sur Twitch, TikTok, je réponds à tout le monde. Voilà, on va pouvoir continuer, on va passer à notre revue de presse, hein. Il n'y avait pas énormément de matchs hier, il n'y a pas énormément de matchs ce soir. Donc on va passer à notre petite revue de presse. J'ai sélectionné quelques articles déjà. J'ai travaillé juste un peu avant. Donc voilà, Benzema normalement qui ne devrait pas jouer du coup ce soir pour ce match de Saudi Pro League. Bon, c'est pas très important non plus.
Alors, sur quoi on va commencer? Est-ce qu'on reste sur notre thème Ligue des Champions et après on ira sur notre thème Ligue 1? Hem, ouais, possiblement, on va rester sur le thème Ligue des Champions. Hem, mmh, 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 mmh. OK, OK, OK. Donc, on va aller déjà sur cette attaque de l'Inter Milan. On le répète déjà on regardait, hein, les meilleurs buteurs hier en Serie A. Il y a pas vraiment de gros buteurs, hein, dans ces équipes italiennes. Le meilleur buteur, c'est Lautaro Martinez avec 14 buts cette saison et qui sera absent pour ce match de Ligue des Champions. Donc on va voir comment l'attaque de l'Inter Milan hem, pourra marcher, sans leur capitaine et sans leur buteur numéro 1. 17 buteurs différents cette saison. Sans Lautaro Martinez, l'Inter Milan conserve des atouts pour renverser Bodo Glimt. C'est un article de Valentin Poluzzi. Donc je vais juste, par contre, avant de commencer cet article, on va juste boire une gorgée d'eau. Comme ça, on va éviter d'avoir une pâteuse et de bafouiller. Et on revient tout de suite. Alors, on est parti. Sans Lautaro Martinez blessé, l'Inter Milan dispose malgré tout de multiples solutions pour renverser le score après le revers en play-off aller à Bodo Glimt. Je suis content de retrouver de l'herbe. Christian Kivu était d'humeur taquine lundi au centre d'entraînement de l'Inter. C'est vrai que Bodo Glimt, la pelouse synthétique de Bodo Glimt, hein, bah, c'est du synthétique. Donc c'est vrai que peut-être il y a aussi eu la difficulté pour l'Inter en match aller de déployer leur jeu sur un terrain synthétique, hein. Quand on est professionnel, hein, on n'a pas forcément l'habitude de jouer sur des terrains en synthétique. Donc, la pelouse synthétique de Bodo Glimt a fait et fera toujours débat. Les Nerazzurri y ont perdu le match aller, mais aussi Lautaro Martinez, blessé au mollet gauche et absent pour cette manche retour. L'entraîneur roumain a donc une arme en moins et pas n'importe laquelle, puisque l'attaquant argentin est le meilleur buteur de son équipe cette saison, avec 18 buts, toutes compétitions confondues. Et quand qui vous compose son attaque, c'est son capitaine qui l'aligne en priorité titulaire lors des 35 matchs qu'il a disputés. Pour le second attaquant, le turnover est de plus en plus fréquent, si bien que Pio Esposito, 20 ans, a démarré à l'aller, inscrivant même le but de l'égalisation à un but partout. Un concurrent de taille pour Marcus Thuram qui a en plus les faveurs des supporters nerazzurri au vu de son statut de nouvelle pépite du football italien. Les deux devraient débuter la rencontre mardi soir avec Ange Johan Boni prêt à entrer pour former en attaque en 2+1, comme cela a été le cas lors de la dernière demi-heure d'Inter Juventus 3-2 le 14 février. Une solution à utiliser seulement en cours de route néanmoins, vu que Kivu n'a pas l'intention de révolutionner sa tactique malgré le retard de 2 buts. Cette équipe a construit sa saison sur la continuité et les statistiques montrent que nous marquons plus de 2 buts par match et que nous avons remporté des victoires importantes, 21 en championnat et 5 en Ligue des Champions où nous avons beaucoup marqué 16 buts en 9 matchs. Atteint certains niveaux et où nous sommes premiers dans de nombreux domaines, ce match ne peut pas être préparé différemment sous prétexte que je devrais exiger un petit quelque chose en plus. C'est une déclaration du coach, hein, de l'Inter, hein. Christian Chivu. 13 passes décisives pour Di Marco en Serie A, mais aucune en C1. Il peut surtout compter sur un effectif où le danger vient de partout. 17 des 21 joueurs de champ du groupe professionnel ont déjà marqué cette saison et 7 ont inscrit au moins 6 buts. Les solutions sont multiples, les milieux interis sont très adroits sur les frappes hors de la surface, à l'instar de Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zelinski et Petar Suzic. Sou- Sucic même. Esposito est un avant-centre redoutable dans les 16 mètres 50. Dans les airs, des pistons comme Carlos Augusto et Denzel Dumfries de retour après 3 mois d'absence sont impitoyables au second poteau. Mais l'arme secrète s'appelle Federico Di Marco, le latéral gauche italien, et de loin le meilleur passeur décisif de Serie A avec 13 offrandes. Sa qualité de centre dans le jeu ou sur coup de pied arrêté. Les deux buts de l'Inter lors de la victoire à Lecce samedi 2 buts à 0 sont issus de deux corners bottés
Par Di Marco met en difficulté quiconque en championnat. En Ligue des Champions, il n'a pas encore délivré de caviar. Une situation qui rappelle celle de Thuram, 2 fois buteur, mais lors du tout premier match contre l'Ajax, et plus rien depuis, comme si hisser son niveau de jeu en C1 était une limite pour cette formation. Même si Kivu demeure confiant, il y a une équipe qui peut renverser la situation, c'est la nôtre. Donc voilà. Pour cette équipe de l'Inter, il va falloir que Di Marco, déjà il n'était pas titulaire au match aller, il va falloir qu'il soit décisif. Et Marcus Thuram aussi en l'absence de Lautaro Martinez. Luis Esposito, c'est un attaquant de 20 ans, donc il sera moins critiqué s'il ne marque pas lors de ce match. Mais il va falloir que l'Inter mette les bouchées doubles, hein. Ils seront à domicile, donc ils pourront renverser la situation. Mais il faudra faire extrêmement attention pour les hommes de Christian Kivu. Voilà pour ce match de ce soir entre l'Atlético Madrid et l'Inter Milan et Bodo Glimt. On va aller sur l'Atlético Madrid, hein, on rappelle qu'il joue ce soir avec cette interrogation sur Antoine Griezmann. Et le Orlando, les Pirates de Orlando, il me semble, hein, en MLS, qui font le pressing pour recruter Griezmann avant le 26 mars. Donc, longtemps associé au championnat américain, Antoine Griezmann est l'objet des convoitises d'Orlando et d'autres clubs de MLS. Sa signature dans l'un des 3 pays hôtes de la Coupe du Monde 2026 est espérée avant le 26 mars. L'attaquant serait tenté. C'est un article de François Verdenet. La fin d'une ère est la concrétisation d'un vieux rêve, alors que l'Atlético de Madrid va disputer ce mardi 18h45 son play-off retour de Ligue des Champions contre le Club Rouge 3 partout à l'aller. Antoine Griezmann, qui aura 35 ans le 21 mars, serait en pourparlers avec plusieurs clubs de MLS, notamment Orlando City. Une information dévoilée par The Athletic que nous sommes en mesure de confirmer. Le club floridien aurait acquis les droits de découverte de Griezmann, ce qui lui donne la priorité dans ce dossier en cas d'accord avec l'Atlético et le joueur. Ah oui, il faut le répéter, en MLS, on ne fait pas des transferts, on ne choisit pas n'importe quel joueur. En fait, on achète des droits pour pouvoir les recruter. C'est ce qui s'était passé avec Thomas Müller et Marco Reus, hein, la saison dernière. Et en fait, on a le droit de choisir, je sais plus exactement c'est combien, je crois que c'est 3 joueurs. On achète ces droits pour pouvoir le transférer. Et comme ça, les autres franchises de MLS ne peuvent pas le choisir, hein. Mais si comment ça s'appelle? Si le joueur choisit de ne pas se rendre enfin de ne pas signer en MLS, bah, au final, c'est un spot qui est perdu pour la franchise, américaine, et les autres clubs ne pourront pas le recruter du coup. Mais donc, si Orlando a acheté ce spot, ça veut dire qu'il y a déjà des discussions avec l'agent de Griezmann et la franchise. Déjà, on pensait que la saison dernière, Antoine Griezmann allait quitter la MLS pour rejoindre, hein. Il y avait encore Olivier Giroud du côté de Los Angeles. Il y a toujours Hugo Lloris du côté de Los Angeles aussi. À l'Inter Miami, il y a ses anciens coéquipiers de Barcelone et même Rodrigo de Paul. Donc on sait que Antoine Griezmann est souvent attiré par les États-Unis. Ça se fera peut-être en fin de saison. D'autres franchises ont aussi fait part de leur intérêt, notamment San Diego et Los Angeles. Ce dernier club pourrait tenter d'avancer sur l'ex-star des Bleus. 137 sélections, 44 buts en cas de départ de l'ancien Stéphanois Denis Bouanga. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, hein. Los Angeles FC, un club de Hugo Lloris, on le rappelle. S'il est toujours là. Oui, il me semble que Hugo Lloris est toujours là-bas. Courtisé par Fluminense au Brésil et l'Inter Miami, selon nos informations. L'Inter Miami, club de Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Luis Suarez et c'est à peu près Sergio Reguilon. Il aurait rencontré des émissaires de la MLS et David Beckham aussi, idole d'Antoine Griezmann, on le rappelle, donc qui pourrait convaincre l'attaquant français. Il aurait rencontré des émissaires de la MLS tout au long de sa carrière. Griezmann a indiqué qu'il aimerait connaître une aventure dans le championnat américain, mais il avait finalement prolongé de nouveau son contrat avec l'Atlético Madrid en juin dernier jusqu'en 2027. Donc c'est ce que je disais. Cette saison, il est moins utilisé avec seulement 14 titularisations, toutes compétitions confondues en 35 apparitions, ce qui ne l'empêche pas d'afficher un bilan solide de 12 buts et 2 passes décisives. Le Madrilène aurait rencontré des émissaires de la Ligue nord-américaine récemment et serait de plus en plus proche de franchir le cap. Même si le timing est serré pour la fenêtre des transferts en cours, elle ferme le 26 mars, donc d'ici un mois, hein.
Une fenêtre secondaire aura lieu du 13 juillet au 2 septembre. Griezmann et comme Coquet, ce sont des légendes du club, des joueurs historiques qui jouent un rôle important, a expliqué Diego Simeone. L'entraîneur des Colchoneros, ce lundi, il est évident qu'ils ne vont pas abandonner leur place avant la fin de la saison, car ils veulent jouer, ils veulent rivaliser, ils veulent gagner. Tout ce qu'ils nous apportent est important pour l'équipe qui joue 60, 20, 60 ou 90 minutes. Donc voilà, on verra si Antoine Griezmann en tout cas sera titulaire ce soir contre le Club Rouge. Et en fin de saison, est-ce qu'il restera dans son club des Colchoneros de l'Atlético Madrid? On continue sur ces matchs de Ligue des Champions. On prépare déjà pour les matchs de demain, pourquoi pas, non? Avec Folarin Balogun et le match entre le Paris Saint-Germain et le l'AS Monaco. On rappelle, le Paris Saint-Germain s'était imposé 3 buts à 2 contre contre l'AS Monaco. Je confonds un peu tout aujourd'hui, désolé. Euh, donc, si un joueur que Luis Enrique va dire de surveiller, ce sera lui, Folarin Balogun, l'attaquant de Monaco, qui peut faire douter le PSG en Ligue des Champions. Auteur de 2 buts en playoff aller de Ligue des Champions face au PSG, encore décisif samedi à Lens, Folarin Balogun est en grande forme de là à être l'instigateur d'un exploit monégasque au Parc des Princes. Un article de Antoine Maumont de Longévial. Il est l'homme de cette Ligue des Champions pour l'AS Monaco avant cette saison. Folarin Balogun n'y avait pourtant jamais brillé. Il ne comptait que 3 apparitions dans la compétition en début de saison dernière. 3 entrées en jeu avant d'être gêné par ses blessures à répétition à l'épaule gauche. Pardon. Hop là. Pardon, excusez-moi. Mais débarrassé de celle-ci, l'ancien Rémois peut enchaîner et être l'élément moteur d'une ASM au visage résolument plus intéressant sur la scène européenne qu'elle ne l'est en championnat depuis le début de la saison. Même si la victoire à Lens samedi peut lui offrir d'autres perspectives. Avec 5 réalisations lors de cette Ligue des Champions, Balogun a inscrit à lui seul la moitié des buts de son équipe. L'unique réalisation de la victoire sur la pelouse de Bodo Glimt, c'était lui. Celle de l'autre succès étriqué contre Galatasaray, encore lui, et les 2 buts inscrits par Monaco au match aller face au Paris Saint-Germain sur les 2 premières et seules occasions de l'équipe de la Principauté. Toujours lui. S'il y a un joueur que Luis Enrique va dire de surveiller plus qu'un autre, ce sera Balogun, anticipe Valère Germain. Avec sa vitesse et sa confiance, il a déjà montré le danger qu'il pouvait représenter pour les Parisiens et il n'hésite pas non plus à faire marquer les autres. La concurrence reléguée loin derrière, très présent ces dernières semaines au stade Louis II, l'ancien attaquant du club du Rocher apprécie les progrès de l'Américain qui a pris une nouvelle dimension depuis quelques mois alors que sa sélection sera l'une des 3 hôtesses de la prochaine Coupe du Monde. On rappelle Folarin Balogun, attaquant américain. Arrivé à Monaco à l'été 2023, Balogun avait d'abord été neutre dans l'ombre de Wissam Ben Yedder, puis il a été gêné par les blessures lors de sa deuxième saison. Sa troisième est bien celle de la confirmation, surtout depuis l'arrivée de Sébastien Pocognoli en octobre. Le Belge en a tout de suite fait son numéro 1 en pointe. Mika Biret, ce n'est plus qu'un remplaçant, et Georges Ilenikena, transféré à Al-Ittihad, un souvenir. On rappelle Mika Biretz qui avait fait une super deuxième partie de saison. Il est arrivé lors du mercato hivernal pour Monaco. Il avait mis 6 buts en 9 matchs, quelque chose comme ça. Et cette saison, c'est plutôt très très compliqué pour l'attaquant danois qui a 1 ou 2 buts, un grand maximum. Et on disait Balogun, au final, c'est un bon joueur dans le jeu. Il est plutôt actif physiquement, il est présent. C'est juste, il a un peu comment dire, il pêche un peu à la finition. Des fois, il est très imprécis. euh, mais il est capable de faire quand même pas mal de différences avec cette équipe de Monaco. Après, il faut qu'il soit servi par ses coéquipiers. Donc, Balogun, c'est de mieux en mieux, observe Valère Germain. C'est fort ce qu'il fait, réussir à être en pleine confiance malgré la saison difficile que traverse son équipe. Devant la cage, on voit qu'il a progressé. Techniquement, son jeu est très propre. Oh, pardon, je suis vraiment désolé. Et ce qu'il réalise, il y arrive alors qu'il gagnerait encore à avoir ses partenaires plus proches de lui, plus haut sur le terrain, qu'ils ne le sont en Ligue des Champions. Au Parc des Princes, on voit mal l'ASM changer radicalement son game plan pour reprendre l'un des mots favoris de Pocognoni, mais Balogun se montre déjà très à l'aise dans la configuration actuelle. C'est un attaquant qui se bat beaucoup, qui mouille le maillot, souligne Germain. C'est une donnée importante
surtout dans une équipe qui est sur un bloc assez bas en Ligue des Champions. Il est un vrai premier rideau défensif. Il essaie de garder les ballons, il aide à remonter le bloc. On voit qu'il joue pour l'équipe. On peut penser qu'au retour, ce sera un peu le même type de match qu'au Louis II, avec la possession. Au Parisien, il devra se contenter de quelques ballons qu'il devra parfaitement négocier, mais il le fait très bien. Avec lui, la profondeur est un danger. Avec lui, Monaco peut encore faire douter le Paris Saint-Germain. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Balogun peut être le facteur X dans ce match retour contre le Paris Saint-Germain? Et est-ce que vraiment Monaco a ses chances contre cette équipe parisienne? Dites-le moi en commentaire, hein. Moi, je pense que ça va être très très compliqué quand même pour Monaco, hein, même si Monaco peut leur poser des problèmes. À mon avis, ça va être plutôt compliqué. Et le Paris Saint-Germain devrait passer pour ce match au retour sans vraiment de soucis. En tout cas, merci pour les likes sur le live. Je vois que ça continue à monter. On est à 1500 likes aujourd'hui. Euh, donc, merci énormément. Un petit article sur le PSG et Paul Pogba hein, pour ce match. Hein. Donc, ça va être un peu cette confrontation. On rappelle, hein, Paul Pogba était de retour à Monaco. Hein. Il a joué quelques matchs et il est de retour sur le côté blessé à la cheville hein, pour Paul Pogba. Donc voilà, on va lire ce petit article, même si on va pas apprendre grand-chose, je vous l'annonce. Un article d'Hugo Delhomme entre le PSG et Paul Pogba, l'histoire de plusieurs rendez-vous manqués. À au moins 2 reprises depuis 15 ans, le PSG s'est intéressé au milieu français de l'AS Monaco, Paul Pogba, sans pour des raisons différentes que cela n'aboutisse. La séquence a fait sourire les supporters parisiens mardi lors du play-off aller à Monaco. Toujours blessé, Paul Pogba a glissé une demande un peu spéciale aux joueurs du PSG. Doucement les gars, aujourd'hui. Le Français aurait-il pu, si l'histoire avait été différente, se retrouver de ce côté-là du vestiaire et porter les couleurs parisiennes? L'hypothèse à intervalles réguliers depuis l'arrivée des propriétaires qatariens en 2011 a presque été un serpent de mer. Chaque hiver et chaque été, où quasiment Paul Pogba était de manière plus ou moins directe associé au projet du PSG sans que cela ne corresponde souvent à la réalité. Il faut se replonger dans l'histoire et faire un saut de 14 ans en arrière pour trouver une trace d'un premier contact. À l'époque, le joueur de 19 ans est un joyau de Manchester United, encore méconnu du grand public, mais déjà identifié par les directions sportives européennes. Et il n'entend pas prolonger dans le club anglais malgré la pression de Sir Alex Ferguson. La Juventus Turin, l'Inter Milan, Arsenal sont à l'affût. Le pari qatarien en est à ses prémices. Mais le nom de Paul Pogba revient dans les discussions. Ah. Leonardo, le patron du sportif parisien de l'époque, a identifié le potentiel phénomène. Mais dans ce dossier, la Juventus a pris beaucoup trop d'avance depuis l'hiver 2012 pour être devancé. Les années filent et Pogba, après 4 saisons dans le Piémont, retourne à Manchester United en 2016. Le PSG, dans sa quête alors effrénée de stars, ne perd jamais vraiment de vue le français. L'influence de son agent Mino Raiola, qui dispose alors de nombreux clients dans l'effectif parisien, Ibrahimovic Verratti, ne se dément pas. Et souvent dans le cadre feutré de grandes tables parisiennes, le nom de Pogba revient. On sait que Paul Pogba aussi hein, est originaire de la région parisienne. Hein. On rappelle ses histoires avec ses anciens amis de la région parisienne hein, qui l'escroquaient. Mais bref, les supporters du PSG ne lui pardonnent pas d'aimer l'OM. Longtemps, la pioche se montre pourtant réfractaire à l'idée de retourner dans un cadre francilien d'où il est originaire, mais dont il pressent déjà les dangers. Hein. C'est ce qu'on disait à l'été 2021 dans la foulée de Gianluigi Donnarumma. Représenté par Raiola, Pogba se retrouve déjà dans les radars parisiens. Des banderoles hostiles à sa venue à Paris sont installées au Parc des Princes et au Camp des Loges. Certains supporters n'ont pas oublié l'attachement public affiché 3 ans plus tôt à l'OM par le joueur, qui avait indiqué en 2018 à SFR Sport: l'OM, mon père était fan, moi aussi j'étais fan de Marseille. À l'hiver 2022, le dossier s'accélère. Pogba, victime d'une sérieuse lésion musculaire, traverse des mois compliqués à Manchester United, entre prestations jugées décevantes et liens sinueux avec l'entraîneur de l'époque, Ralph Rangnick. Le Français s'interroge. En fin de contrat en juin, doit-il prolonger son contrat dans le nord de l'Angleterre ou choisir un nouveau projet?
La Juventus se positionne, le Real Madrid également. Les sources divergent sur l'origine de l'intérêt parisien de l'époque. À Paris, on indique que c'est le clan Pogba qui aurait alors sollicité le PSG pour lancer la piste. Quoi qu'il en soit, Leonardo, de retour aux affaires depuis 3 ans, écoute et échange concrètement sur l'idée d'une arrivée de Pogba. À l'époque déjà à Paris, certains courants ont compris que la politique du two-star touchait ses limites. Le Madrid dirigeant brésilien prend des rendez-vous. Désolé, petit souci avec la caméra, je vais rétablir ça tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Hop, je vous mets en pause, vous m'entendez toujours. Hop, 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 hop. Donc on va rétablir ça tout de suite. Désolé, un petit bug, hein, ça arrive les amis. Tac, 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 tac. Donc, c'est parce que je commence à plus avoir de batterie. Mais on est de retour d'ici quelques secondes. Hop, hop. Tout est bon. Est-ce que vous êtes toujours présent pour continuer ce live? Et voilà. Normalement, tout est bon. Désolé pour ces petits soucis. Est-ce que vous êtes bien toujours avec moi? J'ai l'impression, j'ai l'impression. Donc, on y retourne. Je sais même plus où on en était. Oui. À l'époque déjà à Paris, certains courants ont compris que la politique du two-star touchait à ses limites, hein, toujours sur l'article de Paul Pogba. Le Madrid dirigeant brésilien prend des rendez-vous, mesure l'envie de Pogba de rejoindre le club de la capitale. Mais pour Paris, pas décidé à aller plus loin, les négociations s'arrêtent au bout de l'hiver. La révolution de l'été 2022 avec l'arrivée de Luis Campos ne changera rien. Pogba signera libre à la Juventus le 9 juillet. La suite souvent très douloureuse pour le milieu. On la connaît, le gamin de Roissy-en-Brie ne sera jamais un joueur du Paris Saint-Germain. Et mercredi soir, comme il l'avait fait en mars 2019 lors de la fameuse élimination du PSG contre Manchester United, la pioche observera même cette rencontre au Parc des Princes de loin. Bonjour, salut Rugby Raman, bienvenue sur ce live. On voit souvent ton nom passer, donc t'es un habitué. Tu sais qu'on a déjà parlé des matchs de ce soir, des matchs de la veille. Et là, on est sur notre petite revue de presse, hein. Il nous reste 1 heure de live pour discuter de l'actu football. Donc bienvenue à toi une nouvelle fois. Si tu souhaites discuter de certains sujets, n'hésite pas à les proposer dans les commentaires et on pourra en débattre. Voilà, là on a parlé du match de demain entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. On a parlé des matchs de Ligue des Champions de Paul Pogba, l'histoire jamais créée avec le Paris Saint-Germain alors qu'il revenait souvent dans les rumeurs de transfert. Et donc là, on a un article, hein, sur le match de demain entre pas Manchester United, qu'est-ce que je raconte? Euh, Entre le Real Madrid et Benfica. Ces histoires de racisme, hein, qu'on avait eu au match aller entre Prestiani et Vinicius Junior. On le rappelle, normalement, Prestiani est suspendu, hein, pour le match de demain. Mais on a un article de l'équipe de Romain Lafont et José Barroso sur le démon invisible du racisme dans le football argentin. Donc voilà, on va voir de quoi il s'agit, hein. C'est des sujets dont il faut parler souvent dans le football. Euh, donc on va voir ce que nous dit cet article. Après, on discutera de l'actu Ligue 1, surtout de CVC, de l'FP Média, tout ça, avec le départ de Nicolas Taverneau. Euh, la mission des entraîneurs sur comment faire comprendre aux stars, enfin comment pas froisser les égos des stars. Donc là aussi, on pourra en parler. La prime à un demi-million de la part de la FFF aussi. Et une interview de la légende Yuri Djorkaeff. Mais on va aller sur le racisme en premier, si je peux dire ça comme ça. Donc, le démon invisible du racisme dans le football argentin. Ici, personne ne dirait que Prestiani est un raciste. Donc, l'affaire Prestiani. Vinicius, chant offensant contre les joueurs de l'équipe de France, le football argentin est-il gangréné par le racisme? La réponse est évidemment complexe entre déni, différence culturelle et vraie discrimination. Le nuage s'est visiblement arrêté à la frontière. L'affaire Vinicius Prestiani a peu de répercussions médiatiques ici,
concède Javier Bundio, chercheur en sciences sociales à l'université de Buenos Aires et au CONICET, hein, Conseil national de la recherche scientifique et technique, le CNRS argentin. L'idée qui prédomine ici est que ce n'est pas clair. Bizarre. Kylian Mbappé lui avait pourtant été très clair au sortir du Benfica Real Madrid de mardi dernier. Il a mis son maillot ici devant la bouche pour dire que Vinicius est un singe 5 fois, je dis bien 5 fois. Donc on avait déjà lu cet article au sujet de Mbappé, le porte-parole du Real Madrid. Bref. Alors, le champion du monde français avait lui-même été l'une des cibles d'un chant à caractère raciste entonné par les joueurs argentins dans le quart après la finale de la Copa América à l'été 2024. Chant qui avait été scandé par des supporters de l'Albi Céleste lors de la Coupe du Monde de 2022. Et même par les joueurs. On se souvient aussi de la dernière vidéo avec un live entre certains youtubeurs, streamers argentins et, Sergio Agüero concernant l'équipe du Sénégal. Bon, vraiment des choses que l'on veut pas voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat par contre? C'est dommage car ça crée des conflits pour rien et ça montre une mauvaise image pour les jeunes et les clubs amateurs, le racisme. Exactement, hein, c'est des choses qu'on veut pas voir, hein. On fait tout un des protocoles mis en place, des campagnes de, de sensibilisation, on va dire, contre le racisme. Et ça existe toujours de la part de joueurs argentins. C'est vrai qu'en Argentine, ils sont plutôt... enfin, ils sont... Ouais, on va le dire. En Argentine, ils sont plutôt coutumiers du fait concernant des actes racistes, que ce soit envers l'équipe de France, envers plein d'autres personnes. La répétition de ces épisodes incite forcément à se poser la question, le racisme est-il plus présent dans le foot argentin qu'ailleurs? Évidemment, ce n'est pas si simple. Les citoyens argentins ne sont pas dans la discrimination que défend l'ex-défenseur argentin de Nantes, Nestor Fabri. Ils ont accueilli des gens de tous les pays. Notre constitution stipule que toute personne vivant sur notre sol est la bienvenue. Je ne crois pas qu'il y ait plus de racisme qu'avant, estime pour sa part Diego Murzi, docteur en sciences sociales et chercheur au CONICET. Ce qui se passe, c'est que le thème est entré dans l'agenda des instances internationales, la FIFA puis l'UEFA, et un peu le CONMEBOL, hein, donc c'est l'UEFA de l'Amérique du Sud. Il se passe quelque chose de curieux en Argentine par rapport au racisme, et pas spécifiquement dans le football, dans l'imaginaire social. Non seulement les Argentins ne se reconnaissent pas comme racistes, mais ils ne reconnaissent même pas qu'il y a du racisme en Argentine. C'est différent du problème de la violence qui est reconnu comme un problème en Argentine. Personne ne dirait que Prestiani est un raciste. Il pense qu'il a fait dans le cadre d'un match de foot où en Argentine il est établi qu'on peut dire tout et n'importe quoi. C'est peut-être là le problème. Il y a aussi les propos, alors que là c'est pas en Argentine, hein, il me semble que c'est un ancien gardien international paraguayen, il me semble, qui a eu des propos totalement catastrophiques sur Kylian Mbappé, sur les transsexuels, sur Vinicius, tout ça. Bref, je vous invite à aller voir un taper gardien paraguayen, racisme. Les déclarations sont plutôt lunaires de sa part et, et peut-être que ça gangrène un peu toute, enfin gangrène. C'est un grand mot, hein, mais ça touche un peu toute l'Amérique du Sud par rapport à ces histoires de racisme. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Nulbey. Oh là là, ça c'est encore un autre sujet. On va peut-être y aller après si tu souhaites en parler, Matt. On va finir sur cette article sur le racisme et peut-être qu'on parlera de l'Olympique de Marseille juste après. Donc sur cet article, le foot charrie beaucoup de passion, reconnaît Fabry. Mais ce qu'il se passe sur le terrain doit rester sur le terrain. Si je jouais encore et qu'on devrait interrompre le match à chaque fois qu'on me traite de PD, on ne pourrait plus jouer. Combien de fois on m'a dit qu'on avait baisé ma femme? Je crois qu'il y a des choses plus importantes. Là aussi encore, on mélange un peu tout dans ces déclarations à chaque fois, entre les insultes de PD ou on va baiser ta femme. Pas pareil quoi, bon. La logique propre au supporterisme en Argentine explique pourquoi la limite entre le folklore et le racisme est régulièrement franchie, reprend Javier Bundio. Car il existe l'idée culturellement acceptée dans le pays qu'on peut chanter absolument tout et n'importe quoi dans un stade de foot, du moment que cela célèbre le sentiment d'appartenance
porte atteinte au rival et aide le club supporter à gagner le match. Homophobie, racisme, xénophobie. Ah, je me suis fait signaler, super. Ton live a été signalé pour discours et comportements haineux, des infractions répétées pourraient entraîner la suspension de ton live. Live restreint à un certain public. Ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. A été restreint. Motif, discours et comportements haineux. Eh ben c'est terrible ça. On essaye de parler de sujets concrets. Peut-être parce que j'ai prononcé des mots qu'il fallait pas. Du coup, on a été restreint par TikTok. C'est dur, c'est dur, hein. Est-ce qu'on peut faire contestation par rapport à ça? Parce que du coup, on essaye de sensibiliser et on se fait strike. C'est assez contestation, ouais. Voilà, hein, on le voit en direct, hein, on est sur notre live TikTok, on essaye de parler de sujets concrets. On se fait restreindre, c'est peut-être parce que j'ai utilisé les mots, j'aurais peut-être pas dû, mais, euh, mais c'est assez dur quand même. Euh, TikTok devrait autoriser les contenus comme le mien. Est-ce que c'est ça? Je ne comprends pas. Je comprends la décision, mais la restriction est trop stricte. Quelque chose d'autre. On va mettre quelque chose d'autre. On va mettre un avis, hein. Je vous fais ça en direct, comme ça vous êtes au courant aussi. On parle de sujets sensibles. Hop. Utiliser. On parle de sujets sensibles. Les mots utilisés sont pour parler de la... et ne sont en aucun cas... Voilà. Bon, on essaye de... Bon, voilà, hein. C'est à cause de... Ouais, bah je sais, ça m'ennuie un peu de devoir faire ça. Je sais pourquoi j'ai été strike. Mais bon, des fois, il faut poser les mots au lieu de mettre des bips un peu... surtout qu'on essaye de sensibiliser par rapport à certains sujets. Et on se fait strike pour ça. Bref, on va essayer de plus le prononcer. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, beaucoup de personnes qui ne s'exprimeraient jamais ainsi en dehors du stade n'ont pas conscience de la portée de leurs mots. Je crois que ce qu'il s'est passé avec Cristiano reflète cela. Peut-être que ce qu'il a pensé est qu'est-ce qui peut faire le plus mal à Vinicius, le racisme. Alors, je vais le faire sortir du match comme ça. C'est une logique très difficile à déconstruire et éradiquer, culturellement très ancrée. Mais ce n'est pas du folklore, c'est du racisme. Il faut travailler très dur pour y mettre fin. Pour autant, il n'existe pas de groupe de supporters dans les clubs de l'élite au lien infirmé avec l'extrême droite. Il convient également d'évoquer une question sémantique non négligeable car plus sensible en Europe qu'en Argentine. Le mot noir, entre guillemets, n'a ici pas du tout une connotation négative, explique Mourzi. La Ligue anglaise avait sanctionné Cavani pour avoir dit Gracias. Alors je vais le prononcer, je vais prendre des risques, hein. Gracias Negrito a un ami sur les réseaux, mais en Argentine et en Uruguay, cela s'utilise parfois de façon affectueuse. Bunjo prolonge, le mot noir est polysémique en Argentine. Il peut avoir un sens affectif, beaucoup de personnes dont je fais moi-même partie sont surnommées. Alors là, je vais pas le prononcer, du coup, je vais encore prendre une contestation, mais c'est le N-word en espagnol, on va dire, sans pour autant posséder aucun lien d'africanité.
En direction des personnes perçues. Alors, deuxième proposition, en direction des personnes comme étant d'origine africaine. Et 3, il peut renvoyer les personnes racisées à leurs racines indigènes et à la pauvreté dans un sens, cette fois péjoratif. Ce qui existe en Argentine est un racisme de type social, reprend Mourzi. Noir est utilisé pour parler du migrant interne des descendants des indigènes du nord du pays, principalement aussi des pays limitrophes, Bolivie, Pérou, Paraguay. Millet, un président incendiaire. Alors, le problème dépasse largement le cadre du foot et le contexte actuel dans le pays avec l'élection en décembre 2023 du président d'extrême droite Javier Milei n'arrange rien. La réaction des autorités sur le racisme dans le foot est aujourd'hui inexistante, estime Julian Martinez, diplômé en sciences politiques de l'Université de Buenos Aires qui a travaillé plus de 10 ans pour l'Institut national argentin contre les discriminations, la xénophobie et le racisme. Le climat actuel tend même à exacerber le racisme, le classisme, donc le classisme appartenant son nom à une classe sociale et la xénophobie. Le gouvernement de Milei a supprimé l'INADI comme d'autres programmes consacrés à combattre les discriminations. Lui et ses partisans tiennent un discours très négatif envers la classe ouvrière, les migrants, les handicapés, les femmes, les personnes âgées, la communauté LGBTQIA+. Milei avait d'ailleurs défendu les footballeurs argentins et démis de ses fonctions son sous-secrétaire d'État au sport, qui avait appelé Lionel Messi et ses partenaires à s'excuser auprès de la France. Donc voilà, hein, si le président déjà fait des choses comme ça ne va pas aider la, on va dire l'éradication du racisme en Argentine, hein. Euh, On rappelle, hein, il a d'ailleurs défendu les footballeurs argentins démis de ses fonctions, son secrétaire d'État au sport qui avait appelé Lionel Messi et ses partenaires à s'excuser auprès de la France. Je rappelle que c'était un chant raciste quand même, hein. Je me souviens plus exactement des paroles, mais c'était clairement raciste. Millet en soi n'est pas raciste, n'a ni politique anti-immigration semblable à celle des autres leaders d'extrême droite. Nuance Murzi, en revanche, c'est le cas de beaucoup de personnes qui travaillent avec lui et il a habilité les discours sociaux très politiquement incorrects, violents. Pour Julian Martinez, le président semble légitimer une norme sociale hégémonique qui imagine un monde constitué d'hommes blancs jeunes d'origine européenne, dont l'identité est considérée comme la seule valable ayant droit à la reconnaissance. Touchy quand même, hein, le sujet, hein, touchy. Selon le dernier recensement officiel, en 2022, seul 0,7% de la population se déclare aujourd'hui afro-descendante. Le fruit d'un effacement progressif sur plusieurs dizaines de décennies, car au moment de l'indépendance, au début du 19e siècle, un tiers de la population de Buenos Aires était constituée d'esclaves noirs. Donc voilà pour cet article sur le racisme en Argentine. Euh, Honnêtement, comment s'exprimer correctement? Évidemment, on condamne hein, tout ce qui est propos racistes, on le répète à chaque fois qu'on évoque ce sujet. Euh, Voilà, est-ce qu'on va excuser du coup Prestiani pour ses propos? Je ne pense pas. Euh, il va falloir que. Il faut que ça change, évidemment, pour que tout le monde puisse être dans un. Comment dire, dans un cercle vertueux, on va dire. On va éviter de. Je sais pas comment m'exprimer exactement, utiliser les bons mots, mais voilà, si on peut enlever le racisme dans le football, déjà, ça peut être pas mal et c'est forcément des choses que l'on ne souhaite pas forcément voir lors d'un match de football. Voilà, je sais pas si j'ai été très clair, mais en tout cas, voilà, c'est des sujets dont il faut parler et pour essayer de comprendre comment, comment des propos peuvent être prononcés dans, euh, dans certains matchs comme celui-ci. Voilà. Euh, on va aller sur un sujet plus football quand même, plus gestion des vestiaires. Et la délicate mission des entraîneurs, comment faire comprendre aux stars sans froisser leur ego qu'elles ne peuvent pas jouer tous les matchs. Voilà, hein, on va aller sur des sujets plus football que vraiment politique, entre guillemets.
L'envie des stars de ne jamais couper revêt pour les entraîneurs un enjeu psychologique et politique. Donc là, c'est un article plutôt intéressant, hem et on va essayer de comprendre, hein, comment, fonctionnent, les joueurs stars et comment fonctionnent les entraîneurs, hein. Il n'y a que leur corps pour les arrêter et encore tous les joueurs veulent jouer tout le temps, même quand ils sont fatigués, même quand ils sont blessés, assure l'ancien entraîneur du PSG Vahid Halilhodžić. Pour ne pas avoir voulu faire l'impasse sur le play-off aller de Ligue des Champions à Monaco, malgré les alertes que lui envoyait son mollet gauche, Ousmane Dembélé semble parti pour manquer la manche retour ce mercredi. Même si c'est Messi ou Ronaldo, c'est toi l'entraîneur qui décide, tranche Ali Lodzic. Moi Dembélé, je ne le fais même pas jouer à l'aller, même s'il insiste, même s'il est le meilleur du monde, encore faut-il savoir le lui faire accepter. Vaïd, il est bien gentil, mais je suis pas sûr qu'il aurait fait changer d'avis Ousmane Dembélé pour ce match, hein. Honnêtement, la décla, je suis pas sûr, hein. Bref, la psychologie des entraîneurs est un élément clé avec des entourages de joueurs qui ne facilitent pas toujours les intérêts du club. Il y a l'agent qui te pousse à jouer, le kiné de confiance, le préparateur physique personnel, souligne un ancien dirigeant du PSG. Ils peuvent tuer tout le travail que tu as fait durant la semaine parce qu'ils ne savent rien des charges de travail que le joueur a encaissées. À son arrivée au PSG, Bradley Barcola, par exemple, travaillait également en marge du club avec un préparateur missionné par Gestifouté, l'agence de Jorge Mendes avec laquelle il a depuis cessé de collaborer. Tous les joueurs sont des compétiteurs et ont l'impression que la blessure n'arrive qu'aux autres. Souffle Stéphane Jobard, l'adjoint de Rudy Garcia à la tête de la Belgique. L'élément modérateur, c'est le médical. Il y a aussi la cellule performance qui vous alerte. Il n'y a pas de contre-indication. Pourquoi ne pas faire confiance aux joueurs? Merci déjà pour la rose. Je vois que j'ai reçu une rose. Merci une nouvelle fois, Lisa Marie. Merci pour les likes, hein. Je vois que ça monte. Donc merci énormément. On a plus de 3000 likes sur le live. Ça fait extrêmement plaisir, hein. On essaie d'évoquer tous les sujets dans ces lives. Je vois que vous êtes un peu plus présent. Donc ça fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que nous dit Rugby Raman? J'ai connu la Coupe du Monde 98, finale France-Brésil, à ce moment où Ronaldo, numéro 9, est malade et voulait absolument jouer cette finale, hein. Ouais, évidemment, les stars veulent évidemment jouer tous les matchs. Et c'est compliqué de dire non, et c'est même compliqué de choisir, hein. Là, pour le coup, un Ronaldo, hein, à l'époque 98, malade ou pas, s'il veut jouer, je le mets sur le terrain, hein, si je suis à la place du sélectionneur brésilien. Là, Ousmane Dembélé, à mon avis, il n'a pas pris la décision comme ça, Luis Enrique. Et j'imagine que Ousmane Dembélé souhaitait jouer. Il a fait en, en, en communiquant avec le staff médical. Et je pense qu'ils ont pris la décision tous ensemble de prendre le risque de faire jouer Ousmane Dembélé. Et à mon avis, c'est pareil pour plein d'autres joueurs et plein d'autres situations. Voilà, hein. Au PSG, tous les joueurs sont soumis chaque matin à une enquête du team performance. 4, 5 questions banales pour s'enquérir de leur humeur, de la qualité de leur sommeil, de leur degré de fatigue. Tous sont logés à la même enseigne, mais tous les cas ne se valent pas forcément. Comment expliquer à l'époque à Kylian Mbappé ou à Neymar qu'ils étaient dans leur intérêt de souffler? Même aujourd'hui, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne veulent pas, toujours pas couper. Dans le football, il existe un dicton, tous les joueurs ont les mêmes droits, même s'ils sont traités différemment, expose Joao Sacramento, l'ancien adjoint de Christophe Galtier à Lille et au PSG, également passé par Tottenham. Cela ne signifie pas qu'il existe des privilèges, cela signifie qu'il existe des responsabilités et un impact différent. Un joueur comme Harry Kane, Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé à un point stratégique et médiatique supérieur. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, gérer ces joueurs est souvent plus simple. Les très grands joueurs ont une obsession, gagner et être décisif. Et le groupe comprend leur statut, les coéquipiers veulent jouer avec les meilleurs, ils savent que leur propre niveau augmente à leur côté. Le vestiaire accepte un statut spécial lorsqu'il est justifié par l'impact sur le terrain. Le problème apparaît lorsqu'un joueur veut être traité comme une star sans produire une performance de star. Une nouvelle fois la caméra s'est coupée, je reviens tout de suite les amis, je laisse actif mon micro et je remets mon téléphone de suite. Hop, je suis toujours parmi vous, ne vous inquiétez pas, c'est toujours ce petit bug de... j'ai oublié de charger mon téléphone, hein, et du coup, vous ne pouvez pas voir
ma caméra. Tac, tac, tac. En espérant que ça tienne jusqu'à la fin du live au moins. Hop, on est de retour, tac, tac. Voilà, hein, pas de problème technique, ne vous inquiétez pas, on se remet sur notre... Hop, ok. Donc, qu'est-ce qu'on disait Qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Aujourd'hui, les joueurs sont plus surveillés car tout est calculé mieux qu'avant. Évidemment, et c'est pour ça que l'on voit... c'est pour ça que les décisions sont prises et c'est pas une décision aléatoire, c'est pas juste Ousmane Dembélé veut jouer en playoff. Donc voilà, merci et évidemment je vois encore que les likes augmentent, hein, 4000 likes ça fait extrêmement plaisir. Hein. Merci à tous ceux qui sont présents sur le live. À Lille, comme au PSG, il est arrivé à Galtier et son staff de devoir tempérer certains joueurs. Le fonctionnement au LOSC, avec une projection sur 2 ou 3 matchs dans la répartition des minutes, avait pour objectif de contenter un maximum de monde. Il y a des parts plus ou moins grosses, mais il faut que tout le monde ait du gâteau. Imagine à Lille-Odzic, l'absence de star établie à Lille facilitait peut-être l'équation. Par expérience, les très grands joueurs veulent toujours jouer, non pas par arrogance ou par sentiment de supériorité, reprend Sacramento. Ils veulent jouer parce qu'ils sont des compétiteurs extrêmes. Leur moteur est la performance et le dépassement. Ce n'est pas simple pour eux d'être laissés de côté, surtout face à un adversaire théoriquement plus faible. Pour eux, c'est une opportunité de marquer et de faire des passes décisives. Nous devons comprendre cette mentalité. Expliquer mais sans se surjustifier, respecter l'être humain sans perdre la posture de leader et ne jamais trahir la confiance d'un joueur. L'honnêteté et la justice sont la base de la gestion au plus haut niveau. Le plus fragile n'est pas toujours le muscle, c'est l'autorité. Donc voilà, sur cet article, hein, comment gérer les égos des grands joueurs. Bon, on n'a pas appris extrêmement grand chose, hein, il ne faut pas froisser les égos et de les mettre sur le banc. Est-ce qu'il faut prendre les risques ou pas? Est-ce qu'il fallait prendre le risque pour Ousmane Dembélé? Chacun a plutôt son avis, mais voilà si on peut apporter des réponses sur la gestion des joueurs et des petites blessures, hein, pour qu'ils soient le plus compétitifs possible. On va aller sur nos articles concernant la Ligue 1 quand même, hein, parce que ça bouge pas mal en Ligue 1. On rappelle, Nicolas de Taverneau n'est plus le président de LFP Média, hein, ceux qui s'occupent des droits TV en Ligue 1 et ce qui annonce pas mal de retard, hein, concernant la gestion et le redressement de la Ligue 1 au niveau financier, pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit donc du coup? Un collège de Ligue 1 pour évoquer la succession de Nicolas de Taverneau comme directeur de LFP Média. Après le départ de Nicolas de Taverneau, directeur général de LFP Média, un collège de Ligue 1 doit se réunir jeudi pour évoquer le nom de son remplaçant. Donc on est mardi, c'est dans 2 jours, évidemment. Arnaud Herman, donc c'est un article de Arnaud Herman, un collège de Ligue 1 doit se tenir jeudi afin d'évoquer la succession. Ouais. Donc ils en est allé après la perte des droits de diffusion de la Coupe du Monde 2026, qu'ils pensaient après avoir acquéri pour Ligue 1+, mais c'est finalement fait doubler par beIN. Je veux juste savoir s'il y a une info sur son successeur. Pas l'impression, hein. Cette décision a entraîné de nouvelles tensions avec plusieurs dirigeants de clubs et débouché sur le départ de Taverneau. Les clubs souhaitent avoir leur mot à dire sur son successeur et ne pas se le faire imposer par CVC, qui est décisionnaire sur le sujet. Par ailleurs, la réforme de la gouvernance devrait être aussi abordée, notamment des points de divergence avec la Fédération française de football. Donc, pas d'infos sur le successeur de Nicolas de Taverneau. Article pas très utile. Juste, on a la date pour savoir quand ils vont décider. Alors là, CVC a réévalué à la baisse la valeur de son investissement dans LFP Média. CVC, on rappelle, c'est le fonds d'investissement à l'origine de la création de la filiale commerciale de la Ligue grâce à un apport de 1,5 milliard d'euros qui avait aidé le football français, hein, quand c'était la crise à l'époque du Covid-19, hein, on le rappelle, qui avait investi pour que la Ligue survive. Acter une diminution de valeur du foot français. C'était inévitable compte tenu de la délicate situation économique du football français, avec des recettes télé qui ont fondu pour atteindre cette saison environ 300 millions bruts avant les différentes charges à retenir.
frais de production de Ligue 1+, taxes buffet, CVC, subventions aux différents syndicats. La valeur de LFP Média, la filiale commerciale de la Ligue créée grâce à l'apport de 1,5 milliard d'euros par CVC, a également sensiblement chuté. Le fonds d'investissement a, selon nos informations, réévalué à la baisse la valeur de son investissement. Sur 1,5 milliard d'euros donnés au foot français en 2022, le fonds avait apporté 750 millions d'euros. Et emprunté le reste, il considère aujourd'hui que le net asset value, la valeur liquidative en français, de son apport de 750 millions d'euros est bien inférieur désormais de l'ordre de 200 millions d'euros selon certaines sources. C'est en tout cas le message que CVC fait passer à ses investisseurs. Pour rappel, quand le fonds est arrivé dans le foot français il y a un peu plus de 3 ans et a pris 13% de la filiale LFP Média, contre 1,5 milliard d'euros, son investissement valorisait 100% de la filiale commerciale de la Ligue à un peu plus de 11 milliards d'euros. C'était l'époque où la valeur des droits télé français était estimée à 1 milliard d'euros comme établi sur le plan d'affaires initial de LFP Média. En tenant compte de la dépréciation de l'investissement de CVC, le prix qu'un diffuseur serait prêt à payer pour s'offrir la Ligue 1 oscillerait entre 150 et 250 millions d'euros. C'est encore moins que cette saison, puisque l'an prochain, il ne restera que les abonnements générés par Ligue 1+, il n'y aura plus les 78,5 millions de BIN pour le 9e match, ni la compensation de DAZN, 85 millions d'euros. Pour ceux qui pensaient que CVC avait fait un bon coup en récupérant 13% de LFE Media, décrypte un financier. Si aujourd'hui vous lui proposez d'abandonner ces 13% et de récupérer en échange 1,5 milliard d'euros, il signe de suite car en l'état, il n'est pas prêt de récupérer sa mise. Contacter le fonds d'investissement n'a pas donné suite. Donc en gros, pour expliquer concrètement, la perte de la valeur du foot français s'explique par déjà par le contenu, hein. La Ligue 1 ne vaut clairement pas 1 milliard d'euros, donc les droits télé sont clairement en baisse, c'est extrêmement mal géré par la LFP. CVC avait investi pensant récupérer leur milliard d'euros et pensant faire même une plus-value sur les 750 millions qu'ils ont prêtés à la Ligue 1. Au final, pas du tout. La Ligue 1 se retrouve en train de rembourser petit à petit l'argent perçu par CVC. Mais vu qu'il y a une baisse et qu'il n'y a pas d'augmentation de Ligue 1 et c'est pas prêt de changer, du coup, CVC regrette petit à petit d'avoir autant investi dans le football français et ne sont pas prêts de récupérer leur argent en tout cas. Mais bon, vu que c'est un fonds d'investissement, ils sont pas prêts de lâcher non plus pour récupérer leur mix. Aujourd'hui, il existe beaucoup de chaînes pour le football et ça devient très cher pour s'abonner. Et malheureusement, tout n'a pas, tout a pas les moyens. Oh là là, j'ai pas compris là. Donc oui, il existe beaucoup de chaînes pour suivre le football, tout le football, hein, évidemment, hein, pas seulement la Ligue 1, parce que là, on n'a que 2 chaînes pour la Ligue 1. Et l'année prochaine, on n'aura que Ligue 1+. Ah, les moyens. Ouais, frérot, l'orthographe, mon ami, il faut faire un effort, hein. Les moyens, M-O-Y-E-N-S. En gros, si t'as pas un gros propriétaire derrière, ça va être compliqué les prochaines années. Bon, alors ça, c'est depuis exactement, hein. Tout le monde n'a pas les moyens. Oui, effectivement, hein, si t'as pas un gros fonds d'investissement, c'est pour ça que les clubs de Ligue 1 essayent de changer leur fonctionnement. Déjà, c'est de leur faute. Clairement, les clubs de Ligue 1 ont tout basé sur les droits télé au lieu de réfléchir un peu plus pour récupérer de l'argent. C'est pour ça qu'on maintenant on voit pas mal de multipropriétés, tout ça, hein, Strasbourg, Nice, euh, Lorient, qui on a aussi Lyon. Et donc ils essayent de diversifier leur rapport en économie. Et vu que ça a été tellement mal géré, bon après il y a aussi la crise du Covid hein, qui peut l'expliquer, mais ça a été tellement mal géré par
le football français, les conflits avec Canal, que voilà, on se retrouve dans une situation où on n'a aucune idée de comment le football français va s'en sortir et aucun apport financier ne sera fait. Enfin, il n'y aura aucun apport de droit télé pour les prochaines saisons, hein. Il faut d'abord rembourser donc, tout ce qui est prêt auprès de CVC et après on verra si on pourra envoyer de l'argent euh, pour nos clubs. Je le rappelle, je crois que c'est à peu près 7 millions, hein, 7 millions chacun, donc ce qui représente quasiment rien pour les clubs de football cette année, hein. 7 millions pour chaque club en France à peu près, hein, je crois que... Donc ça représente totalement que dalle. On n'a toujours pas vu que voilà, Nicolas de Taverneau quitte LFP Media. On prend encore plus de retard sur pour trouver des solutions et, euh, et donc voilà la complexité dans laquelle est le football français. Et on n'a pas forcément, et surtout on n'a pas forcément de solution, c'est ça le problème. C'est que c'est pas Ligue 1 Plus qui va répondre à tous nos problèmes, hein. Voilà. Si on a des infos, évidemment, on essaiera de voir ce qui se passe, hein, pour essayer de mieux comprendre et de voir un peu, de sortir du trou noir qui est ces droits TV en France. Alors, il nous reste combien de temps? Il est 11h36, donc il nous reste à peu près 25 minutes. Et il nous reste deux articles. Donc on voulait parler de l'équipe de France concernant les primes à un demi-million pour l'équipe de France. Ok. Alors, joueur, staff technique, intendant, la double prime qui valait un demi-million après la qualification des Bleus pour la Coupe du Monde. À l'issue du France-Ukraine qui a qualifié les Bleus pour la Coupe du Monde en novembre, les joueurs ont demandé et obtenu le doublement de leur prime. Une nouveauté et un surcoût assumé par Philippe Diallo, le président de la FFF. Un article d'Étienne Moati, je le répète, hein, à l'équipe dès que ça parle oseille, Étienne Moati, toujours présent. Dans l'euphorie de la victoire, les cordons de la bourse se desserrent d'un coup. À l'issue du succès éclatant des Bleus face à l'Ukraine, 4-0, au Parc des Princes le 13 novembre, scellant la qualification pour la Coupe du Monde 2026, le vestiaire des Bleus est évidemment joyeux et prêt à toutes les demandes, comme la double prime réclamée selon nos informations par les joueurs via leur capitaine Kylian Mbappé. Face à eux, Philippe Diallo, le président de la fédération, ne résiste pas longtemps et accepte cette requête bruyamment exprimée. En quelques minutes, la facture s'alourdit donc. Lors de chaque rencontre, les Bleus reçoivent en effet une prime de droit à l'image pour rétribuer leur participation à des opérations commerciales avec les partenaires. Elle s'élève à un peu plus de 21 000 euros par match. Autant dire qu'elle a donc atteint ce soir-là environ 42 000 euros par tête, sachant que les 23 sélectionnés, les 11 titulaires, Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Digne, Kanté, Koné, Olysée, Cherki, Barcola, Mbappé, et les 12 remplaçants Chevalier, Samba, Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Konaté, Kefren Turam, Zahir Emery, Akliouche, Ekitike, Mateta, Nkoukou sont concernés. Mais aussi le staff technique, Didier Deschamps et ses principaux adjoints, donc Franck Raviot, Guy Stéphane et toute la clique, qui cumule autour de 3 parts en tout. À l'arrivée, le coût supplémentaire est d'environ 550 000 euros, auquel il va falloir ajouter une manne supplémentaire pour le reste de l'encadrement. Comme Mbappé en a aussi fait la demande, les intendants managers doivent également être intéressés à ce succès. À la fédération, tout le monde n'a pas compris. Cette double prime pour une qualification à un tournoi final n'est pas une habitude. Lors de chaque saison, avec une dizaine de rencontres au programme, les joueurs de l'équipe de France peuvent aspirer à environ 210 000 euros. C'est beaucoup pour un salarié ordinaire, mais pas forcément significatif pour une majorité d'entre eux très bien payés en club, et qui pour certains reversent ces sommes à des associations. Lors du tournoi final, ils peuvent néanmoins améliorer l'ordinaire. Il est en effet d'usage qu'ils perçoivent 30% de la dotation FIFA lors des Coupes du Monde ou de la part de l'UEFA, allocation des euros à plus de 21 000 euros de droits à l'image par match. Cet été, la fédération dont la sélection sera couronnée au mondial encaissera 42,6 millions d'euros et chaque participant sera assuré de toucher au moins 9 millions d'euros.
Cette rallonge accordée aux Bleus après France-Ukraine n'a pas été très bien comprise par tous au sein de la fédération. Certains considèrent qu'une qualification pour la Coupe du Monde est devenue en quelque sorte la normalité, surtout dans un groupe aussi facile. Azerbaïdjan, Islande et Ukraine. Les finances fédérales, 8,7 millions d'euros de déficit au 30 juin 2025, sont conjoncturellement fragilisées après une aide au football professionnel deux fois 10 millions d'euros. Et un match France-Israël, environ 6 millions d'euros, qui a plombé momentanément les comptes. Mais le président de la FFF justifie ce petit cadeau aux joueurs en expliquant qu'ils font entrer de l'argent dans les caisses avec les sponsors, les droits télé et l'équipementier Nike qui va offrir un accord record de plus de 100 millions d'euros annuels, pour le plus grand bénéfice de tous. C'est pour ça que la fédération, il continue avec Nike et ses maillots en siège d'arrêt de bus, là, en siège de bus, parce qu'ils font des contrats à plus de 100 millions d'euros. Sinon, on aurait des beaux maillots, je vous l'annonce. 100 millions d'euros annuels avec Nike pour faire des maillots aussi moches, putain de merde. Bref, le 14 novembre 2024, la France avait reçu Israël en Ligue des Champions Ligue des Nations, pardon, dans un contexte sécuritaire tendu en raison du conflit à Gaza. Seulement 16 611 personnes étaient présentes dans les tribunes du Stade de France. Il n'y a pas de polémique, assure Diallo. Je considère que l'équipe de France est le poumon économique de la fédération. À ce moment-là, après cette qualification, c'était l'occasion de reconnaître sa contribution. C'est dans cet esprit-là que cette double prime a été accordée. Avec un souci de faire participer l'environnement des Bleus, il y a eu une demande des joueurs qui ne souhaitent que cela soit élargi à l'ensemble du staff. Ce que j'ai fait poursuit le patron de la FFF qui ajoute: cela ne prive personne cette année. On va distribuer autour de 120 millions d'euros au football amateur. C'est un pardon. C'est un nouveau record après celui de la saison dernière en 2028-2029. Ce seront 150 millions d'euros et on donne cette année encore 10 millions au football professionnel. Donc voilà comment est dépensé l'argent de la FFF en doublant les primes pour une qualification à la Coupe du Monde alors que tu es dans le groupe de l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et et j'en oublie un, parce que c'est vraiment très important. L'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan, 42 000 euros pour nos joueurs français. Voilà. Bon, on va finir sur une interview de Yuri Djorkaeff. Je n'avais jamais pris un bouillon comme ça, même à 8 ans. Yuri Djorkaeff raconte ses souvenirs de Ligue des Champions. Le champion du monde 98 et d'Europe 2000, Yuri Djorkaeff, passé par le PSG et l'Inter, évoque le traumatisme d'un affrontement contre le Barça de Romario avec l'AS Monaco. D'accord, mais pourquoi ils nous ont fait une interview? Est-ce que ça vous intéresse l'interview de Yuri Djorkaeff ou sinon on va sur plutôt l'actu du football actuel? Alors, bon, on va aller sur l'interview de Yuri. Yuri, c'est toujours un bon client quand il s'agit d'interview. Le moment qui vous a le plus marqué en Ligue des Champions, un Barça-Monaco, le grand Barça en phase de groupe. On a pris un bouillon à Barcelone, c'est pour ça qu'il m'est resté en mémoire. Je crois que je n'ai jamais pris un bouillon comme ça de ma vie sur un terrain, même quand j'avais 6 ou 8 ans. Et quand tu le prends en Champions League, ça fait mal. Il y avait Romario, Guardiola, Coman, il y avait tout le monde. C'est le plus grand bouillon que j'ai pris. Ça ne vous a pas empêché de faire une belle épopée. Oui, on a fait une demi-finale, on a perdu contre le Milan, c'était sur un match sec, on a pris 3-0 là-bas. Mais ce n'était pas un bouillon comme à Barcelone, c'était un grand Milan avec Savicevic, Marcel Desailly. Mais c'est dommage parce que le retour contre Barcelone en phase de groupe qui avait eu lieu après les huitièmes de finale ont fait match nul. Et si on avait gagné, on aurait joué chez nous en demi contre une équipe portugaise. Ah là là. Donc désolé, on n'a plus de caméra. On n'a plus de caméra sur TikTok. N'hésitez pas à aller sur Twitch pour voir ma grosse tête. Désolé, problème de batterie. On va finir ce live sans caméra. Comment je peux l'enlever? Tac, 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 voilà. Euh, Désolé pour ce petit bug, j'ai juste oublié de faire charger mon live. Est-ce que je peux faire ça? On va essayer de ne pas vous laisser comme des cons. Caméra.
Euh, Est-ce que je peux activer la caméra virtuelle? Non plus. Euh, J'essaye de remettre ma tête, hein, histoire que ça soit un peu plus... Capture de fenêtre. Ah, je peux peut-être faire ça. Non, capture de l'écran. Capture de l'écran. Hop, hop, hop. Capturer le curseur. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Attention, hein, technologie, les amis. Hop. Est-ce que je peux... Ah, peut-être faire ça. Tout est fait en live aujourd'hui, hein. Contestation, capture des écrans, recadré. Voilà. Alors. Alors. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, Désolé pour ces petits soucis. Je sais même pas si... ok. Hop, hop, hop. Tac. Non, c'est pas ça que je veux faire. Bon voilà, on va finir comme ça les amis. De toute façon, il nous reste une dizaine de minutes. Normalement, vous voyez ma tête. Voilà, non, c'est à peu près bon, c'est à peu près bon. Désolé pour tous ces bugs, hein, je suis un peu handicapé des fois. Euh, Avec tout le respect évidemment. Euh, mais voilà. Donc, bon, l'interview de Yuri Djorkaeff, on s'en tape. Voilà. Je suis un peu déconnecté. On va aller sur plutôt un article de voilà, quand les footballeurs ouvrent les portes de leur intimité aux influenceurs, on va essayer de voir ce qui se dit par rapport à ça. Ça m'intéresse, hein, moi qui suis un peu dans cette... bon, pas vibe, hein. On n'est pas des influenceurs, hein, on est des journalistes avant tout, mais c'est toujours intéressant de voir comment font les créateurs de contenu pour discuter, hein. Là, on voit sur l'écran Eugénie Le Sommer avec... je sais plus comment il s'appelle ce mec, Florian Gauthier, voilà, qui fait des émissions où il rencontre certains joueurs. On se souvient aussi Just Riyad avec Nicolas Pepe, qui lui a valu cette non-convocation pour la CAN. Alors, quand les joueurs ouvrent les portes de leur intimité aux influenceurs, youtubeurs, influenceurs ou créateurs de contenu numérique se livrent sur une guerre sans merci pour entrer dans l'intimité des footballeurs. Les joueurs, eux, ont bien compris le bénéfice qu'ils peuvent en retirer pour leur communication. Résultat, les vidéos immersives se multiplient, n'en sans parfois créer quelques remous, comme dans l'affaire Nicolas Pepe. La polémique lui a sûrement coûté la participation à la dernière CAN au Maroc, non sélectionné par la Côte d'Ivoire pour des raisons non sportives. Nicolas Pepe a entre autres payé ses propos controversés sur les binationaux lors d'une vidéo avec Just Riyad, vidéaste aux 2 millions d'abonnés. L'affaire est allée loin, le joueur a été la cible d'un déferlement de haine et de propos racistes sur les réseaux sociaux. Just Riyad a regretté des retournements de veste alors que de nombreux internautes avaient plébiscité ce genre de format immersif. Pardon. Il y avait une connexion plus simple entre les deux, ils ont les mêmes codes, ils sont jeunes et consomment beaucoup de vidéos YouTube. Détaille Badou Sambagué, l'avocat du joueur. Mais la confiance ne doit pas empêcher le cadre. On oublie parfois qu'il y a des caméras. Si la vidéo a pu se tenir en toute décontraction au domicile du joueur, c'est avant tout car le format est depuis quelques mois une tendance qui affole les compteurs de vues sur YouTube. Tous, journalistes, créateurs de contenu et même influenceurs, se tirent la bourre pour toquer en premier à la porte des stars du foot dans ces vidéos incarnées. L'objectif est d'entrer pendant 24 heures 48, voire 72 heures dans l'intimité des joueurs, de découvrir leur quotidien, leur maison et également leur habitude. Dribbler les polémiques. Il n'y a que ça maintenant, remarque Florian Gauthier.
Je n'en ai jamais vu autant. Il y a 9 ans, un jeune homme fraîchement sorti d'école de journalisme décide de se distinguer en allant dormir chez des footballeurs un peu partout dans le monde. La recette fonctionne et les abonnés de sa chaîne, de nu avec 93 500 pour plus de 15 millions de vues, se multiplient. S'il voit d'un bon œil la prolifération de ce format, il pointe quelques limites. Dans un monde du foot, il faut aussi permettre aux joueurs d'éviter les polémiques, d'être naturels, mais de ne pas trop les exposer. Des propos partagés par Aurélien Montaroup, ex-footballeur et aujourd'hui conseiller auprès de Wilson Isidore, qui a récemment sorti une vidéo avec Florent Gauthier. J'ai conseillé à Wilson de parler de lui, mais jamais des autres joueurs. Il faut savoir se protéger, explique-t-il. Il y a maintenant une course qui veut faire le plus gros buzz. Grand consommateur de YouTube, les footballeurs enchaînent ces formats et se montrent très enthousiastes. Les créateurs de contenu qui n'ont parfois rien à voir dans le monde du ballon rond ont senti le bon filon. Certains font parler de leur notoriété et envoient directement des messages aux joueurs. Voilà, un truc que malheureusement, hein, c'est pour ça qu'on souhaite faire grandir cette communauté hat-trick et ce média hein, principalement pour avoir accès aux joueurs. Pas forcément d'aller dormir chez eux et tout ça, mais de faire de belles interviews avec les joueurs. C'est pour ça que j'ai créé ce média aussi, donner la parole. Ça nous aide, nous, et ça aide aussi les joueurs. Il ne faut pas le nier non plus. Hein. Il ne faut pas croire que c'est les créateurs de contenu, hein, ça aide beaucoup les joueurs hein, quand ils ont des messages à faire passer, ça les aide beaucoup. Et moi je trouve ça toujours très intéressant qu'on parle de leur vie sociale ou leur vie professionnelle. Évidemment, moi je préfère toujours parler foot avec un footballeur, évidemment. Et c'est pour ça qu'on essaye de créer ce média. Malheureusement, on n'a pas forcément les contacts. Hein, si on leur envoie des messages, moi, si je leur envoie directement un message sur leur compte Instagram ou peu importe, ils ne me donnent pas forcément l'heure, les joueurs. Mais si on arrive à faire monter cette communauté à Trix, c'est pour ça qu'on fait ces lives tous les matins pour essayer d'avoir une notoriété, on va dire pour pouvoir avoir accès aux joueurs. Évidemment, si on fait monter le média, moi je pourrais avoir accès aux cartes de presse et là déjà c'est plus facile que ça soit pour discuter avec les clubs, avec les agents et avec les joueurs. Et, et c'est évidemment ce qu'on cherche pour tendre à un nouveau type de contenu sur Atric FR, un type de format, type de contenu, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais voilà les raisons de mon, ma présence sur les réseaux sociaux et évidemment de pouvoir discuter avec vous de tout ce qui se passe dans l'actu football. Évidemment, s'il y a ça, le contact avec les joueurs et les clubs et le contact avec les gens sur les différents supports, que ça soit sur Twitch, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur TikTok, que ça soit sur les autres réseaux sociaux. Nous, on veut juste discuter football avec tout le monde. Voilà, petite, petit, petite séquence hein, pour parler de pourquoi on a créé Hattrick et on espère qu'on pourra grandir petit à petit. Hein, on sait évidemment que ça prend du temps, mais on espère qu'on pourra faire plein de choses autour du football. Voilà. Après aussi l'objectif c'est d'aller visiter aussi des stades, que ça soit dans les quatre coins du monde, euh, d'être à l'intérieur des clubs, ça aussi j'aime beaucoup. Donc, euh, donc voilà pourquoi on fait ce genre de... voilà pourquoi j'ai créé le média Hattrick. J'espère que vous êtes avec moi dans cette aventure. Bref, on continue sur cet article. Pour Boris Ele, je ne sais pas comment ça se prononce, maître de conférence en marketing du sport à l'université de Caen, cette tendance est le signe d'un changement d'échelle. On est passé de format immersif au sein des clubs qui fonctionnaient très bien depuis les années 1980 à ces vidéos centrées sur le joueur inspirées des vidéos américaines en NBA et en NFL. Et de poursuivre, les footballeurs mobilisent les réseaux sociaux et les plateformes pour faire valoir leurs paroles en tant que citoyens comme les autres. Il y a également un lien générationnel, ils sont souvent des affinités avec les créateurs de contenu et ne sont pas plus réticents à montrer leur réussite dans la vie. Un naturel un peu artificiel. Entre copinage, journalisme ou communication déguisée, il est parfois difficile de déchiffrer ces nouveaux formats. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Euh, des fois, ça peut être de la communication déguisée, mais c'est le jeu. On est obligé des fois, le rôle d'un journaliste, hein, c'est de comment dire, euh,
transmettre la parole, que ça soit de ceux qui regardent le football, mais des footballeurs. Donc, des fois, dans les interviews, les joueurs font passer certains messages. Nous, on essaye de le retranscrire sans forcément faire de la communication, hein. Et c'est des fois où le fil est un peu. Enfin, la ligne est un peu dépassée ou non, mais on est obligé de jongler sur ça pour pouvoir avoir accès aux joueurs. Après, il y a évidemment, hein, pas tous les joueurs ne font forcément ça, mais, euh, mais voilà, hein, c'est ce qui est dit dans l'article, hein. Il est parfois difficile de déchiffrer ces nouveaux formats. On passe facilement d'un joueur inconnu résident dans un pays en guerre à la découverte de la maison mexicaine d'Alan Saint-Maximin, euh, par Vincent Queijo. Voilà. Voilà, c'est Vincent Queijo qui a accès à des Alan Saint-Maximin. Euh, c'est peut-être pas forcément ce qu'on veut aussi. Je préfère voir des mecs comme Vincent, pas Vincent, Zach Nani, qui a accès qui va dans le sens du football, hein, avec ses droits pour la Saudi Pro League. Et c'est plus des choses comme ça que l'on souhaite voir que vraiment des Vincent Queijo. Après, sans manquer de respect à Vincent Queijo, je sais pas exactement ce qu'il fait par rapport à ça, mais, euh, mais voilà, des mecs qui sont dans le football aussi pour discuter football aussi, hein, parce que la maison de Saint-Maximin, c'est bien de la voir, mais qu'est-ce que vraiment elle nous apporte par rapport à ça? Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ce que je raconte sur ce live où je suis un total fou? Yo, Colin Interview, t'en penses quoi? Bah voilà, Colin Interview, je trouve ça cool. Lui, c'est un vrai journaliste, hein, il travaille pour Ligue 1+, il a son propre média. Je trouve intéressant les interviews qu'il fait. Déjà, il parle football, même s'il va sur d'autres sujets, évidemment. Mais Colin Interview, Zach Nani, à qui on peut penser? Carré, j'aime un peu moins, mais c'est souvent c'est pas forcément sur les personnes, mais souvent sur les questions, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais ça reste du journalisme quand même, ce genre d'interview, et pas forcément de la création de contenu. Et c'est moi vers ce quoi je souhaite tendre. Après, Zach Nani, j'aime beaucoup ses interviews pour les Zach en roue libre, où après les, c'est plus du contenu de promotion quand il est par exemple en immersion 3 jours avec chez Mohamed Simakan ou avec Oussem Aouar, où là, bon, ça discute quand même football, hein, même si ça reste pas mal de promotion pour l'Arabie Saoudite. Euh, je trouve ça pas mal. Je suis en train de penser à qui. Après, j'aime beaucoup aussi, si on est un peu sur ce débat, Willou. Willou, il n'a pas forcément d'interview de personne, mais quand on discute football, il discute vraiment football et pas de tout ce qui entoure, pas de tout ce qui entoure la vie d'un footballeur, hein. Il est vraiment sur la tactique, le football. Et après, je sais pas de qui on peut parler. Le WFC avec Bonavent, Elton Mokolo. Ouais, mais ça voilà, c'est une. Moi, ça serait aussi ça vers quoi je veux aller aussi, hein. Avoir des propres studios, pouvoir être plusieurs en plateau et discuter football, hein, le Winamax FC. C'est vraiment très cool, hein. Ils sont capables d'être sérieux comme un peu sur un contenu humoristique, mais ils sont toujours très intéressants. Des fois, il y a des avis un peu catastrophiques, hein. Walid Acharchour, il est capable d'aller sur des envolées pas toujours très bien senties, mais ça fait partie des personnages et c'est pas sur ça que je veux qu'on peut les critiquer. Moi, je trouve ça cool, le Winamax FC. Willou, c'est le goth, hein, de 1, c'est vrai qu'il est bon, Willou. Peut-être un peu des fois, c'est. Bon, je vais pas les critiquer parce que j'ai toujours pas du tout le poids de Willou. C'est le but de Walid, il est malin. Ouais, mais après, il a quand même des avis, des avis football intéressants, hein. C'est vrai que des fois, il est là en train c'est vraiment un peu le côté RMC, hein, là, pour le coup, de Walid Acharchour qui ressort des fois. Et, c'est vrai que, voilà, pour le coup, RMC, j'aime pas du tout ce qu'ils font. Si je devais donner mon avis, si ça intéresse les gens, pour le coup, RMC Sport, j'aime pas du tout, hein. C'est pas mal d'anciens sportifs qui critiquent le monde du football alors ils ont baigné dedans, quoi. Et c'est ce qui leur a servi pour monter. Tout ce qui est Roten, tout ça, j'aime pas forcément.
euh, Daniel Riolo, tout ça, c'est pas vraiment ma cam. C'est pour ça que j'aime bien ce mix entre YouTube et YouTube stream et journalisme vraiment. C'est ça qui m'intéresse personnellement. Je sais pas, pour continuer un peu sur ce qui se passe concernant tout ça. Hop, là, pardon, j'ai mal mis mon micro. Qu'est-ce qui m'intéresse pas mal aussi autour du football, de la création de football. Bon, tout ce que fait Pied Carré, tout ça, c'est pas forcément. Enfin, c'est cool, hein, mais c'est pas forcément ce que je regarde moi. Qu'est-ce que je regarde au sujet du football? Après, j'essaye aussi de me détacher de tout ce qui est création de contenu et d'avoir ma propre réflexion sur tout. Merde, j'ai fermé mon article. D'avoir ma propre réflexion sur tout ce qui est contenu internet et essayer de me démarquer. Mais j'avoue que je m'inspire beaucoup aussi de ce qui est fait dans d'autres sports, que ça soit par exemple sur le basket. Scipion, je regarde pas du tout pour le coup. Mais ce qui est fait sur les autres médias, d'autres sports, par exemple au basket, avec le média First Team, le média Trash Talk, ou aussi ce qui est fait par rapport à l'e-sport. J'essaye de m'inspirer d'un peu tout pour avoir ma propre patte aussi. Donc voilà. Bon, au final, il est midi 3, donc je pense. La sueur, ouais, la sueur, c'est pas mal. La sueur, c'est plutôt cool, ouais, c'est vrai. Je suis pas forcément, du coup, d'accord avec tous leurs avis non plus sur le MMA, mais au moins, c'est carré ce qu'ils font. Et je suis de temps en temps la sueur. Je réfléchis à d'autres médias, mais ouais, First Team, Trash Talk, hein, les médias basket, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai aussi comme média, moi? Euh, Tac, 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 tous les abonnements. J'aime aussi beaucoup les podcasts, hein, ce qui est fait un peu avec. Voilà, c'est totalement hors foot, hein. Vu que c'est la fin du live, on peut aller sur autre chose. Mais ce qui est fait par Arthur Perticoz, très intéressant sur l'e-sport. Euh, Offense aussi, bon là c'est vraiment pour aller lâcher des takes, mais tout ce qui est podcast avec Loctin, Zach Nani, Joël, tout ça, j'aime beaucoup. Mais là c'est vraiment hors sport, enfin plus e-sport, plus économie créateur. Voilà. Après, je sais pas si vous avez d'autres idées en tête, mais voilà un peu tout ce qui. Romain Molina, certains sujets, des fois, je trouve que il est un peu, il est un peu trop dans le, on va pas dire dans la théorie du complot, mais un peu aussi quand même, hein. Et il en joue beaucoup, je trouve. Même si ça reste très intéressant ce que fait Romain Molina. Après, les émissions classiques, hein, que l'on peut voir sur l'équipe. Alors l'équipe, je regarde plus forcément. Mais j'essaye de suivre un peu pour l'actualité de certains clubs, certaines émissions comme celle-ci. Voilà. En tout cas, on essaye de faire progresser le média Attrick FR vers d'autres choses, mais évidemment, il nous faut des moyens, du temps, tout ça, et c'est ce qu'on n'a pas forcément en ce moment, surtout les moyens hein, pour le coup. Donc voilà. Je regarde un hors-jeu, je regarde pas forcément Boris Granek et Braque, c'est pas ceux qui ont leurs avis, je les trouve des fois compliqués, enfin, pas forcément très pertinents. Mais voilà, je réfléchis, je réfléchis. Et voilà, tout ce qui est podcast, discussion tous ensemble autour du football, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'on essaye de faire ça avec Farmer Streak ou, euh, ou En route vers la troisième étoile, discuter tous ensemble. Après, c'est évidemment y mettre la forme, hein, la qualité, que ça soit au niveau des enregistrements, des micros. Matrixé par le Messi Ball, le Bruce, c'est vrai. Mais d'essayer de mettre la qualité, hein. Moi j'aimerais bien avoir des studios, qu'on puisse discuter tous ensemble, avoir une régie, tout ça. Bon là c'est un peu fait. Mais petit à petit on grandit. Donc voilà, c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter. En tout cas, merci pour la force à tous ceux qui sont présents sur le live, hein. Qui est passé sur le live. Comme ça, on va un peu tous les citer qui a pu discuter avec nous. Donc, merci à Lisa Marie, merci à Alexis, merci à Igo81. On avait aussi VVS, je crois qu'il s'appelait, que j'ai vu tout au long de ce live. Merci à Marine aussi que j'ai vu passer. Ilias, Gaëtan aussi qui est passé sur le live. Gaëtan, vous connaissez hein, maintenant. En tout cas, tous ceux qui ont liké, à Ruby Raman, le frérot hein, qu'on voit à peu près tous les matins, à Matt qui était présent aussi.
Donc voilà, merci en tout cas à tous. On se retrouve demain évidemment 10h midi pour l'actu football. On reviendra sur les matchs de Ligue des Champions pour parler football hein, évidemment. Pas de Farmer Streak cet après-midi, ça sera plutôt demain je pense. Si on a des amis qui sont présents, ou sinon, évidemment, on la fera tout seul, hein, cette petite émission. En tout cas, on lâche pas, on continue. Il n'y a pas eu forcément de live Football Manager aussi. Là aussi, on va les reprendre. Il faut que je trouve le temps de les faire. Et j'étais un peu occupé récemment, mais en tout cas, on reprendra tout ça petit à petit. Donc voilà, merci à tous. Passez une bonne fin de journée. Force à ceux qui sont au travail ou qui vont au travail. Force à vous. Passez une bonne journée. En tout cas, on se retrouve demain. Un bon appétit aussi. Et une bonne fin de journée. Ciao les amis.